Puis t'as la vie de l'extérieur. Il faut tout jeter, tout est catastrophique. Commencer par moi, le coach, le président, les joueurs, les jeunes, il n'y a rien qui va. À l'habitude, tous les jours je leur dis écoutez pas toutes ces conneries. À Noël, vous recevrez peut-être une boîte de jeux Burger Quiz. Alors ce soir, on va débattre parce que dans l'épreuve du sel ou poivre avec le thème Roberto De Zerbi, José Maria Sanchez ou les deux, à la question qui a niqué le mercredi soir de milliers de supporters, il y a peut-être un piège. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour du Stade, peut-être le dernier parce que si les associations franco-italiennes, franco-espagnoles ou franco-danoises, on y reviendra, tombent sur cet épisode, eh bien, ça pourrait faire mal pour revenir ensemble sur la semaine passée de l'OM, un trio de chroniqueurs que vous aimez, que vous adorez. Opti, Marouane et Younes, comment ça va, messieurs? Ça va très bien, d'autant plus qu'on est sur une victoire après une semaine et une série compliquée. Donc moi, je sais pas vous, mais ça va. Ça va mieux, forcément, on est à J+4, on a gagné hier. J'actualise le classement de Ligue 1 depuis hier 20h et ça ne bouge pas, tout est bien, tout est beau. Ça va bien, hein. En tête du Ligue 1, on se sent toujours bien. Pour ce qui est d'être à J+4, moi personnellement à J+5, 6, 7, 8, 365, je crois que je digérerai toujours pas ce qu'on a vécu le mercredi soir. Mais la Ligue 1 est là pour nous consoler, et donc ça va. Alors, premier, à l'heure où on enregistre, peut-être que dans quelques heures, au moment où vous écouterez le podcast, l'OM sera de nouveau le dauphin du Paris Saint-Germain. Réponse dans les prochaines heures pour nous, et puis vous l'aurez sans doute déjà quand vous écouterez. On voulait revenir, on s'excuse d'avoir été un peu absent depuis une grosse semaine pour se faire pardonner épisode en plein week-end que vous aurez pour démarrer votre semaine si vous faites le pont ou pour l'écouter au taf ou dans les transports si vous bossez le lundi. On est enfin tous les quatre et c'était plus cool de faire cette émission au grand complet. Parce qu'il va y avoir beaucoup de débats, vous vous en doutez, on va revenir forcément, comme vient de nous le dire Opti, sur ce qui s'est passé en milieu de semaine avec, j'imagine plusieurs points de vue d'ailleurs sur, au-delà de ma petite blague d'intro, sur les personnes qui ont justement, qui sont les coupables un peu désignés. Et on a pris le temps à J+X de refaire ça un petit peu à froid. Avant de commencer, traditionnel petit rappel, merci à notre millier d'auditeurs hebdomadaires, c'est toujours très cool d'avoir vos retours et d'avoir les chiffres. Donc merci. Pas de questions des auditeurs cette semaine. On en avait prévu si on avait pu enregistrer comme c'était prévu en milieu de semaine, mais là du coup vu que le match de Brest est arrivé entre-temps, on reprendra cette petite habitude dès le prochain épisode. Et puis comme d'hab, si vous écoutez sur une plateforme audio, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit 5 étoiles. Si c'est sur YouTube, pareil, le petit pouce en l'air. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous connaissent. J'ai appris qu'on pouvait booster les contenus sur YouTube. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait, mais c'est gratos. Donc boostez, messieurs, boostez, chers auditeurs. Je sais pas, ça sert vraiment à quelque chose? Je vous le demande à vous. Je sais pas Je si suis vous un avez boomer déjà vu. là-dessus, personnellement. Je J'ai- pourrais pas J'en t'aider. ai, j'en ai aucune idée, je suis pareil que vous les gars. Aucune idée. Mais Mais- essayez et on vous Eh dira ben, ce que ça booster. fait. Booster. Si on prend un gros chèque, on le reversera à une association caritative. On trouvera, on trouvera comment gérer la situation. Messieurs, gros programme aujourd'hui. Pour commencer, on va jouer à un petit jeu, si vous le souhaitez. On va revenir, pour commencer, sur la Ligue des Champions. Et on va Aïe, parler aïe, aïe. maillot jaune. Pas forcément celui du Tour de France, mais celui de Monsieur l'arbitre. Dans les prochaines minutes, je vais vous exposer 4 situations. J'espère que vous les avez bien en tête. Et on va faire le jeu de je siffle ou je siffle pas. Première situation. Lookman trouve son attaquant seul entre Egan Riley et Aguerd. Première période. À ce moment-là, il y a 7 Marseillais derrière le ballon quand même. J'ai revu l'action, je trouve ça assez lunaire. Bref.
L'attaquant arrive devant Rouli, laisse traîner son pied sur l'épaule du gardien. L'arbitre siffle penalty. Messieurs, j'ai commencé par Marwan. Est-ce que ça siffle ou est-ce que ça ne siffle pas, cette action-là? Alors, je siffle à vitesse réelle, je siffle pas avec la VAR. Parce qu'à vitesse réelle, c'est dur en fait de pas se faire prendre parce qu'il la joue quand même bien. Mais quand tu vois le ralenti, ça me paraît quand même assez grotesque comme simulation, donc je siffle pas. Opti. Je siffle au direct et je siffle après la VAR parce que quand un gardien se jette dans la trajectoire de course d'un attaquant, que ce dernier accentue ou pas, pour moi c'est faute. Enfin, si c'est contre l'OM que c'est pas sifflé, je le prends très très mal. Donc pour moi il y a rien de choquant. Et dans tous les cas, siffler des pénaltys contre nous, c'est pas trop un problème. Siffler les nôtres, siffler qui sont pour nous, C'est qui sont plutôt ça contre le nous, problème, peut-être. ceux qui sont contre nous, siffler les. Nous, on a un gardien qui va les arrêter, mais siffler ceux pour nous, quitte à ce qu'on les rate, et ça nous arrange. Ça fait quand même beaucoup là. Younes? Moi, l'inverse de Marwan, du coup, je siffle pas à vitesse réelle. Quand je la vois au stade, pour le coup, le plongeon me semble grotesque, pardon, et j'ai le sentiment que Rouli ne le touche pas. Et je vais quand même voir la VAR. Et au final, à la VAR, je pense que je le siffle parce que même s'il déclenche, à mon avis, son plongeon avant, c'est pas suffisamment net. On peut dire qu'il essaye de sauter pour l'esquiver. Je pense que, étant donné qu'il y a contact, t'es obligé de siffler quand tu vois les images à la VAR, sachant que dans ces moments-là, il montre juste le point d'impact souvent et il s'arrête sur l'image du point d'impact. Donc à partir de là, je pense que t'es obligé de le siffler. Mais je suis pas ni choqué par la position de Petit ni par celle de Marwan pour le coup. Donc c'est des situations. Ouais, elle est pas scandaleuse, quoi. Ouais. C'est pas une situation scandaleuse. Qui était au stade, d'ailleurs, mercredi? Là, je crois que j'étais le seul du coup, C'était le parce seul? que Ah, Opti a décidé t'es le de seul. boycotter les soirées On Ligue a des tous Champions. souffert, mais toi, t'as vraiment souffert au cœur de la tempête. Ouais. Ok pour cette première situation. Donc, pour vous, il y a pas, enfin si, à part Marwan qui trouve ça un petit peu difficile, pour vous le penalty. On va essayer de reprendre les 4 actions litigieuses qui sont potentiellement incriminables à José Maria Sanchez ce mercredi contre l'Atalanta. Donc pour vous, le premier, si je résume un peu votre pensée, et je suis assez d'accord avec la majorité. Pour le coup, je pense que le penalty malheureusement se siffle, même s'il n'y a pas grand-chose. Pas faute de monsieur l'arbitre sur ce moment-là. Ouais, juste, en fait, ce que je trouve gênant et pourquoi est-ce que je siffle pas, c'est parce qu'en fait, et Younes avait commencé à le dire, c'est que, en fait, pour moi, l'amplification du contact, elle est trop importante par rapport à réellement ce qu'il aurait pu en tirer, ne serait-ce qu'en se laissant entraîner. C'est juste pour ça, sinon, je suis d'accord avec le reste. En Ah fait, c'est oui, ça. Enfin, c'est extrêmement bien joué de la part de l'attaquant, à minima. Oui. ouais. En fait, On peut le dire comme ça. En fait, c'est que ça tout dépend de comment tu prends le jeu. Si tu prends le jeu, t'es dans la peau de l'arbitre, tu dois appliquer les règlements qui sont en vigueur, bah je siffle. Mais là où je rejoins Marwan sur le fait de ne pas siffler, c'est que je trouve ça un peu stupide de ne pas avoir un règlement un peu qui laisse un peu plus de marge d'interprétation aux arbitres et un peu plus d'intelligence situationnelle de leur part. Et j'ai un combat aussi sur les pénaltys du genre où l'attaquant pousse délibérément le ballon très fort et parfois en 6 mètres et se laisse heurter. C'est une situation où il va pas récupérer le ballon derrière et les arbitres sifflent à chaque fois. Et ça, pour le coup, je trouve que ça devrait être reconsidéré. On doit prendre en compte le fait que l'attaquant puisse jouer ou pas le ballon derrière et potentiellement aussi le fait qu'il fasse un petit effort pour essayer d'éviter le duel. Même si en soi, éviter un tacle, théoriquement, ça peut être sifflé dans les règlements actuels. Hein. Si le tacle est dangereux et que tu sautes quand même, l'arbitre a le droit de siffler parce que ça menace l'intégrité physique du joueur, même s'il n'a pas été touché. Donc c'est Mais pour ça qu'il faudrait... il y Le a, il y a- règlement doit être revu. il y a un petit truc vicieux sur l'action, c'est qu'en fait, son saut lui permet d'éviter Rouli, normalement. Son saut lui permet Oui, d'éviter Rouli, et en gros, il redescend sa jambe pour que ça percute Rouli. c'est Et en ça. fait, Parce que pour moi, ouais, techniquement, il peut jouer la balle derrière, bah, même si elle est ça, loin. je l'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu personnellement. J'ai pas vu si elle était trop longue ou pas, Ouais, mais elle est maîtrisée, elle est assez maîtrisée. Elle est ok. assez loin, mais ouais, je pense qu'elle est maîtrisée quand même. Bah, pour moi, ça Il aurait siffle été pas très à la VAR, excentré. mais c'est pas un scandale, encore une fois. Parce que Rouli la joue mal, et en fait, Mandanda fait une très bonne remarque. C'est qu'il parlait du jeu de Rouli, notamment en avant-match, où il disait que Rouli allait sur 100 situations, la plupart du temps, quand il sortait, ça le mettait en avantage. Mais là, pour le coup, ça fait partie pour moi des situations où il time mal, où il y va trop un peu à l'aventure, et forcément, derrière, il assure pas ses arrières. Donc, quand tu fais une sortie comme ça, soit tu y vas, c'est clean,
soit les autres situations, souvent c'est penalty, quoi. Alors, c'est cocasse parce que Mandanda était vraiment l'expert en la matière dans ses sorties. Il allait systématiquement balayer à l'attaquant. Non, mais après, j'en ai au moins 15 en tête. Non, moi aussi, et c'est quelque chose qui m'énervait parce que je trouve qu'il se jetait vraiment grossièrement. Après, ça n'empêche pas que la pertinence de son propos, c'est pas parce que lui n'a jamais réussi à le faire. Il parle avant le match, pas juste de ce type de sortie. Hein. Ok. Mais de toute façon, dans tous les cas, même s'il avait jamais réussi à le faire, en l'occurrence, il a quand même le droit d'avoir un propos pertinent et de tenir ce discours, ça me dérange pas. Mais c'est cocasse. C'est cocasse. Si nous, on a le droit de parler, Steve a encore que lui, le droit de parler, pour le coup. Mais ce qui est drôle, en plus, que tu dis sur Steve, c'est que le pire, c'est que lui, il n'a jamais, je crois, il a arrêté 3 pénaltys sur 150. Donc, tu peux même te demander pourquoi il y a personne qui lui a fait le calcul. Steve, laisse-le jouer le face-à-face. Ne tente pas l'intervention. Il y a plus de chances qu'on prenne pas de but si tu joues un face-à-face que le coup de pied à 9 mètres des cages. Alors que Rouli, la vérité, tu peux te demander si des fois concéder un penalty, c'est pas mieux que certains face-à-face. Ouais, c'est vrai. Deuxième situation, messieurs. On est en deuxième période. Longue balle depuis l'arrière gauche de l'ADA. Egan Riley au duel, mais il ne fait que toucher le ballon. D'ailleurs, on va revenir sur ce duel un peu foireux. Le jeu part à droite. Ulysse Garcia est en retard. Centre de la droite vers la gauche. Lookman tout seul. Alors Murillo est pas là, mais Pavard est pas concerné non plus. Lookman pousse le ballon au fond, mais retour sur le hors-jeu au tout départ de l'action du joueur qui va décaler le jeu vers la droite après le duel perdu d'Egan Riley. Pas but du coup, revu par la VAR si je ne dis pas de bêtises, pas sifflé sur le moment mais revu par la VAR. Messieurs, ça se siffle ou ça ne se siffle pas, c'est hors-jeu avec 15 secondes de décalage quand entre le moment où le joueur revient dans le jeu et le moment où il touche le ballon. Vas-y, au petit. En fait, sur ce genre d'action, moi je comprends le fait de siffler le hors-jeu, mais le truc c'est qu'ils le font jamais. Moi en fait j'étais choqué de la décision parce qu'ils prennent jamais en compte le hors-jeu passif qui empêche le joueur au duel avec le mec hors-jeu d'intervenir sur le ballon. Parce qu'à mon avis, eux, ce qu'ils sanctionnent, c'est qu'ils disent Egan Riley est sur le mec hors-jeu. Et vu qu'au début, il défend un peu le duel avec le mec hors-jeu, il sort trop tard sur l'entre-deux qui est plus haut. Et ce temps de retard lui fait perdre le duel. Moi, je trouve ça juste. Et c'est même un regard sur le foot et sur la globalité de l'action que les arbitres n'ont jamais. Mais le truc, c'est qu'ils le sifflent une fois enfin, c'est rarement sanctionné. Alors là, c'est à mon avantage parce que c'est sifflé pour l'OM. Enfin, un autre avantage. Mais si tu siffles ça contre l'OM, je me dis, ouais, c'est bien, mais vous le faites jamais. Genre, si je suis l'Atalanta, je me sens lésé parce que je trouve que c'est une réflexion poussée sur un hors-jeu qu'ils ont rarement. Je sais pas votre avis à vous, mais moi perso, j'accorde le but parce que ton raisonnement est bon au petit, mais on peut aussi avoir le raisonnement inverse dans le sens où pour moi il n'y a pas de preuve définitive que le hors-jeu passif influe le comportement d'O'Reilly. De Riley. Mais en fait, on peut complètement défendre l'inverse aussi. Mais comme il n'y a pas de preuve définitive dans un sens ou dans un autre, la règle dans le football, c'est que par défaut, le doute profite à l'attaquant. Et je pense que effectivement, c'est quand même une décision assez étrange. Mais moi, je suis ni définitif dans un sens ni dans l'autre. Et on y reviendra. Hein, mais ça montre en fait toute la place qu'on doit laisser à l'interprétation dans le football et qui doit aussi être présent. On en parlera, je pense, dans la dernière situation sur la main d'Ederson. Moi, pour le coup, je siffle le hors-jeu, je le comprends tout à fait et je trouve ça très bien arbitré. Je suis pas d'accord avec Opti sur le fait que ça ne soit jamais sifflé. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver d'exemples concrets pour l'illustrer, mais c'est des actions qu'on voit souvent. Je pense que l'interprétation que tu as ou l'impression que tu as sur le fait que c'est jamais sifflé, c'est parce que très souvent, déjà, c'est sifflé plus rapidement. Ça intervient pas 30 secondes après, alors que l'action s'est déroulée et qu'il y a un but. Là, c'était vraiment une situation grotesque dans ce sens-là. Et si tu remarques aussi dans ces situations-là, très souvent, le défenseur, du coup, garde le bénéfice du ballon et ne rate pas son intervention. Et l'arbitre garde le bras levé pour dire qu'il y a avantage, qu'il a bien vu le hors-jeu qui a été signalé, mais qu'il estime que puisque le défenseur a été en mesure de jouer le ballon proprement et de relancer derrière, c'est pas sifflé. J'ai pas mal d'exemples en tête comme ça de cette situation où l'arbitre garde le bras levé pour dire j'ai bien vu le hors-jeu, vous avez réussi à jouer sans influence. Je vois le type d'action que tu évoques, mais moi, c'est le contre-exemple, c'est par exemple, c'est les passes dans le dos ou les centres au cordeau où le mec est en jeu et que le défenseur défend, la met en corner ou met un ballon, met
défend mais nettoie pas totalement l'action et que les mecs continuent à jouer parce que le défenseur est intervenu et que le mec Ça, c'est hors jeu vrai. l'a pas eu. Mais les gars, il a intervenu sur un mec hors jeu. Donnez-nous le hors jeu. J'ai pas l'action. Tu vois, c'est comme toi, j'ai l'exemple, mais j'ai pas de, tu vois, dans un match de l'OM d'exemple. Non, mais je vois ce dont tu parles et c'est vrai que dans ce sens-là, C'est jamais sifflé, tu vois. c'est pas toujours sifflé. Après, je pense que c'est un peu différent parce que là, il y a quand même une lutte au tout départ de l'action. CJ, il est au contact avec Hristović, qui pour le coup beaucoup impressionné. D'ailleurs, peut-être qu'on reparlera de lui. Mais ils sont au contact au tout début. CJ se détache de lui et va jouer le ballon et comme tu le Ah, disais j'ai tout à pas fait l'heure, gaffe à ça. Mais s'il y il, a en il, plus il le accuse duel son au retard. corps, s'il y a en plus le duel au corps qui gêne Egan Riley, ça rend encore plus logique de siffler leur jeu. Ouais, et pour le coup, c'est pas qu'une menace à ce moment-là, Hristović, tu vois, contrairement aux actions que tu décris où c'est un centre et il y a l'attaquant qui plane dans le dos et effectivement il tire avantage de sa position parce que il influe sur le comportement du défenseur. Là, il y a quand même un début de duel au tout début de l'action, tu vois. S'il y a le début de duel, c'est encore plus pertinent de siffler leur jeu. Moi, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc là encore, Pas un bon, scandale. pas un Pas un scandale, scandale, non, pas un scandale ou du en tout, tout non. cas, personne peut vraiment se sentir extrêmement lésé pour le moment à ce moment-là du match, Ni avantagé pour le coup. ni Parce que avantagé, pas effectivement. mal, on parlait du fait que l'OM a été heureux sur ce coup-là. Honnêtement, je m'estime pas particulièrement chanceux. Je trouve que c'est plutôt arbitré normalement. Et dans le même sens, si ça nous est arrivé à nous, j'aurais pu l'entendre. C'est frustrant parce que tu te dis que ça intervient trop tard, c'est sifflé trop tard, c'est avec la VAR, etc. Mais quand tu mets de côté l'aspect émotionnel, honnêtement, je trouve que ça s'entend parfaitement. Situation 3. Et là, je pense qu'on va rentrer dans les deux qui font le plus débat. Même si celle-ci, pour moi, en tout cas, fait absolument pas débat. Frappe d'Heuberg, si je ne dis pas de bêtises, au 16 mètres. Pardon? Je pense que c'est si je me rappelle bien, c'est celle d'Oreillet qui est contrée. C'est O'Reilly du droit qui est. Alors, quoi qu'il arrive, Non, c'est défenseur Højbjerg à d'abord. 6 mètres. Højbjerg d'abord. Elle est contrée de la main, elle revient sur O'Reilly. Ah, pardon, c'est celle d'Heuberg contre la main. Je pensais que c'était celle d'Oreillet. Du coup, c'est bien celle-là, c'est bien cette situation où le défenseur de l'Atalanta à Anor, si je dis pas de bêtises, j'espère que je le prononce bien, bouge buste et bras qu'il met pour moitié derrière son dos, mais il bouge le buste et le bras. Décoller, pas décoller, difficile à dire, mais en tout cas l'ensemble encore que. Je suis peut-être gentil en disant que elle n'est pas forcément décollée. Il y a le geste, il y a a priori l'intentionnalité de par ce mouvement buste-bras. L'arbitre Elle est décide collée au corps, hein. Pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Ouais, Enfin, c'est collé Pour au vous, il n'y a corps. pas débat. Bah, en fait, c'est collé, tu le vois. En fait. Enfin, après, moi, j'ai le souvenir assez clair du ralenti. Parce qu'effectivement, en fait, le mouvement du buste m'interpelle. Et du coup, je regarde le mouvement de la main, je vois pas où est-ce qu'il peut mettre son bras. Tu vois, genre, ça m'a. En fait, je comprends le point de Max. C'est le mouvement qu'il fait, c'est clairement un mouvement où Ouais, c'est pour la contrer, quoi. Bah, justement, j'ai l'impression qu'il sert de son bras, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, exactement. Moi, ce qui me dérange, c'est clairement le mouvement. Mais le bras, quand il est collé au corps, il est pas sanctionné. Ouais, mais il est collé au corps, mais le coude n'est pas collé au corps. En fait, t'as parfaitement pointé du doigt le problème, Marwan. Le débat, il est ici. C'est que, théoriquement, la main, elle est parfaitement collée au corps, donc tu ne dois pas siffler. Malheureusement, pour moi, ça, c'est extension de la surface de son corps, pour le coup. Parce que il sait très bien que ça ne compte pas, donc il en joue. Et c'est là où c'est un peu pernicieux, je trouve. En fait, pour moi, faut pas le sanctionner parce que moi, il y a beaucoup de mains. Enfin, si ça tenait qu'à moi, il y aurait beaucoup moins de mains qui seraient sifflées dans le football. Parce que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on siffle des mains qui sont. Enfin bref, on y reviendra, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, pour moi, un joueur, il peut pas se couper le bras tant qu'il le colle au corps. C'est collé au buste, qu'il penche son buste ou pas. Après, là, encore une fois, on est dans des questions qui sont pas tranchées. C'est une question de qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport, en fait. Tu vois? Ouais. Genre, qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport? Mon dernier point. Tu vois? Ça fait partie de ma question de conclusion un peu sur les zones grises justement et la lisibilité pour le supporter lambda. Ouais, mais Max, tu vois, regarde, moi il y a un truc qui m'a énervé sur ce débat, c'est qu'il y a plein d'influenceurs ou de gens qui ont une opinion de football et qui sont vocaux. Vous vous souvenez du penalty d'Alvarez qui a été tiré l'année dernière le double contact. Ouais. En fait, on est face à des gens, même sur les hors-jeux, hein, on est face à des gens qui nous font croire qu'il y a des situations qui sont blanches ou noires en football.
alors que c'est jamais le cas, que ce soit, mais même il y a des gens qui, même ils disent pareil sur le hors-jeu, vous avez vu avec le hors-jeu Wenger, Oui, ça, il y a des on gens qui va pas disent, passer là-dessus. non, on va pas passer là-dessus, mais il y a des gens en fait qui nous font croire que c'est blanc ou noir et que la VAR te permet de voir si c'est blanc ou noir. Alors que finalement, il y a des règles qui ont été mises en place depuis le début de l'histoire de ce sport pour des raisons simples. Le hors-jeu, pas pour jouer à la carotte. Sur le penalty, le double contact, c'est pas pour avoir une double chance de marquer. Mais à partir du moment où tu dois prendre la VAR et tu dois faire un zoom en x75 sur l'action pour voir que il y a effectivement une situation, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, on sort de l'esprit, on est vraiment dans une sorte de scientisme qui, pour moi, enlève toute humanité et toute complexité à l'action, tu vois. J'entends ce que tu dis, mais pour le double contact d'Alvarez, je vais être limite grossier, mais la réalité, c'est que c'est un joueur qui est payé des millions d'euros pour tirer dans un ballon et il rate son geste technique parce qu'il rate sa prise d'appui. Mais donc peu il importe, glisse. ça ne lui confère pas d'avantage. Parce Ça que donne pas plus d'équilibre d'avoir des millions d'euros sur son compte, petit. Quand tu glisses, hein. Oui, mais justement, il est payé pour, tu vois il mais a c'est glissé. négligeable. Mais c'est négligeable. En fait, le truc, c'est que pour moi, en fait, la règle ne devient plus, on empêche le joueur d'avoir une double chance, est-ce qu'il a touché 2 fois ou pas? Alors même que lui-même ne s'en aperçoit pas, que le goal ne s'en aperçoit pas, que le public ne s'en aperçoit pas à la rigueur. Je crois que c'est simplement, il y a quelques joueurs qui le voient par derrière. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qu'on doit se dire? Est-ce qu'on doit se dire, est-ce que le joueur a été avantagé? Ou est-ce qu'on doit se dire, oui, mais il a eu une double touche une partie de son orteil. Et on rentre dans des choses qui, pour moi, en fait, c'est plus du football, c'est plus un sport qui est humain. Ouais, j'entends. Mais... Pour abonder dans ton sens, en plus, Marwan, je suis convaincu que les joueurs madrilènes qui le réclament, ils le réclament juste parce qu'ils glissent et qu'ils l'attendent au bluff. Parce que dans ces situations, quand tu glisses, il y a des chances que tu aies touché 2 fois. C'est possible. On a eu des zooms x76 quand même sur cette action-là. Hein. Donc, celui qui me fait croire que le joueur madrilène, il a vu effectivement qu'il l'a touché 2 fois, je suis désolé, mais c'est un menteur. Bah exactement. Et en fait, cette conception, elle fait aussi du mal à la VAR parce qu'en fait, les instances ont répondu à cette sorte de populisme autour du fait qu'on n'arrive pas à gérer comme des grands sans clubisme des polémiques sur l'arbitrage en disant bah, vous allez voir, avec l'outil technologique, il y a tout qui sera résolu. Et le postulat derrière ça, c'est chaque situation, c'est du blanc ou noir. Et du coup, comme on pourra mieux la voir et on aura plus de temps pour la voir, on pourra la décider. Or, c'est pas le cas. On pourra faire un débat peut-être, pardon, Gauthier. Ouais. Vas-y. Déjà, j'ai dit on pourra faire un débat sur la VAR peut-être parce que c'est intéressant ce que tu soulèves. Moi, pour le coup, je suis de ceux qui pensent que la VAR peut être utile dans le foot et elle doit pas être présentée comme un outil qui va tout révolutionner parce que ça existera jamais. Et juste pour en revenir du coup à notre match contre l'Atalanta et sur la situation de cette main où le bras est collé au corps où il y a juste le mouvement. En fait, ce qui me dérange, c'est que je peux accepter les deux décisions. Ce qui me dérange fondamentalement, c'est qu'il ne soit pas allé voir la VAR. Et en fait, c'est ça on va en parler après sur la dernière action qui pour le coup est un scandale. Le fait que l'arbitre ne se déplace pas pour voir les images, je trouve ça aberrant. Parce que je peux accepter les deux décisions à partir du moment où il montre qu'il a fait l'effort d'aller voir, de comprendre réellement ce qui s'est passé et de ne pas juste se baser sur son interprétation du direct qui peut être biaisée en fonction de l'angle de perception qu'il a et encore plus de ses assistants parce que ses assistants concrètement par définition c'est des assistants, ils sont pas responsables de la décision qui est prise. Ça on a beau me faire croire ce qu'on veut, le trio arbitral, il y a un arbitre qui prend les décisions et les autres qui sont là pour l'aider. Donc je comprends pas en fait qu'il aille s'il est sûr que c'est collé. S'il lui est sûr que c'est collé, qu'il dit bah, c'est bon, c'est collé, c'est pas sanctionnable. Qu'il aille le voir. Après, c'est une erreur flagrante pour laquelle on doit utiliser la VAR, tu vois. Si c'est collé, ils se disent bah dans tous les cas c'est collé, je vais pas aller le voir, tu vois. Et si les mecs à la VAR ensuite disent c'est la surutilisation de la VAR. Enfin, c'est un débat qui est un peu sans fin. Mais je voulais juste rajouter un petit truc à ça, sur cette action-là, c'est que je vous ai écouté et je lis aussi Saïd Njimi, quand même, arbitre à minima national, qui a peut-être même fait de l'international à un certain moment de sa carrière, si je dis pas de bêtises, qui, en parlant de cette main-là, dit que l'arbitre aurait également pu siffler penalty parce que le joueur de l'Atalanta qui a le bras plutôt collé au corps fait le mouvement d'avancer son épaule. Ouais. Donc on en revient sur la fameuse interprétation et sur ce que tu disais, Younes, c'est-à-dire l'agrandissement de la surface corporelle. Comme quoi, même des arbitres internationaux sont pas forcément d'accord et n'ont jamais la même lecture. Ouais, t'as dit il peut. C'est sûr. Lui, pour le coup, est a priori plus au fait de toutes les zones grises et de toutes les petites lignes et des réunions, les fameuses réunions qui ont été ressorties a priori par des entraîneurs italiens sur le plateau de il est plus en fonction, lui, non? Njimi, non. Il est plus en fonction pour une raison bien scandaleuse d'ailleurs. On peut en parler juste en 2 secondes. Il avait demandé un maillot, il est plus en fonction parce qu'il avait récupéré des maillots de joueurs
pour le bénéfice d'une association et du coup, c'est complètement interdit par le règlement interne des arbitres et il a été évincé pour ça. Grande football. Pas mal, ça. En vrai, c'est la parfaite illustration que même eux-mêmes, dans leur corporation, pour le coup, il y a aucune intelligence émotionnelle dans les règles. On applique les règles bêtement, comme des idiots. Je la connaissais pas, celle-là. Franchement, chapeau. Est-ce qu'à ce moment-là du match, à votre avis, l'OM peut se sentir lésé? Tout à l'heure, on disait ni avantagé ni lésé après la deuxième situation. Est-ce qu'après la troisième, il y a, selon vous, déjà un petit souci ou en tout cas un débat de fin de match si le score finit à 0-0? Non, pas un débat. Mais moi, encore une fois, je le redis, ce qui me dérange ces situations, c'est que j'ai le sentiment que l'arbitre n'a pas bien vu l'action correctement. Ça va trop vite à vitesse réelle et je suis dérangé par le fait qu'il n'aille pas voir les images correctement. En fait, j'ai le sentiment. Tu siffles? Non, justement, en fait, alors moi personnellement, je la siffle parce que je trouve que c'est une mauvaise utilisation du règlement et que l'intention est d'élargir son corps. Par contre, pour moi, il y a vraiment intention de mettre de bloquer le ballon, tu vois. Mais je comprends qu'un arbitre ne la siffle pas. Je trouverais ça chiant parce qu'en plus là, je suis impliqué émotionnellement. Mais au-delà de ça, je peux l'entendre à condition d'être sûr qu'il a bien vu les images, qu'il a bien vu le mouvement du joueur et la façon dont il s'est comporté. Ok. À partir du moment où il a vu tout ça et que je sais qu'il a bien en tête l'action et qu'il me dit que non, c'est pas penalty, c'est chiant, mais je l'accepte. Ok. Dernière situation, la situation 4. Ballon venu de la droite. Emerson rate son contrôle en pleine surface. Envoie le ballon sur sa main droite, complètement décollée. Sa main qui lui permet de reprendre le contrôle de la balle. Sans quoi il perdait le contrôle de la gonfle avec notamment Aubameyang, lui dans le sens du jeu qui aurait pu la récupérer. Emerson, grâce à ça, dégage le ballon. On reviendra pas forcément sur l'attitude de Monsieur Sanchez qui lui se bloque, met le sifflet à la bouche, fait mine que l'action s'arrête alors qu'elle ne s'arrête pas. Le ballon est dégagé dans la continuité. Bon, on sait tous ce qui se passe. Magnifique but de l'Atalanta, 1-0. Très belle défense. Alors on y reviendra juste après. On va pas l'oublier. On va prendre les problèmes les uns après les autres. J'ai pas oublié, moi. Mais voilà, cette situation-là, qui n'a pas été revue par la VAR, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, l'arbitre n'a pas été revoir l'action. On lui a sans doute donné quelques indications dans l'oreillette. Mais qui équivaut, en plus, si on doit résumer la décision qu'il a, c'est qu'à ce moment-là, c'est soit tu fais basculer le match d'un côté, soit tu fais basculer le match de l'autre. Ce qui est super rare dans le football. Ce qui est affreux. Pour lui, et encore plus pour les supporters pour les supporters des deux équipes. Soit. Dans cette situation-là, messieurs, est-ce que cette main se siffle ou ne se siffle pas? Est-ce que vous voulez que je vous lise le règlement? La règle dit que non. La règle dit que ça ne siffle pas. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport? Voilà. Tu vois, qu'est-ce qu'on veut faire de ce sport? Moi, je la siffle personnellement. Parce que, en fait, la règle dit clairement qu'à la suite d'un geste technique raté, s'il y a main, la main n'est pas sanctionnable. Mais pour moi, un joueur doit être responsable quand il loupe son geste technique et que derrière, en plus, ça annule une opportunité adverse. Pour moi, ça doit être sifflé. Parce que là, c'est pas un dégagement du genou malencontreux qui touche un peu la main et qui part dans les airs, etc. Voilà. On parle d'une erreur technique en pleine surface qui aurait pu être sanctionnée sportivement par une frappe d'Obama. Il l'aurait peut-être envoyé dans la lune ou il l'aurait peut-être mis en lucarne. Je pense pas qu'il puisse frapper parce que la balle est très haute et elle continue de monter. Moi, je pense qu'il va juste la toucher de la poitrine ou de la tête et se faire bousculer et obtenir un penalty. Après, il y a peut-être juste aussi, effectivement. Juste par rapport au règlement, c'est très juste de le rappeler, Marwan, mais moi, je suis pas d'accord sur l'application de ce règlement dans cette situation-là. Pour moi, cette situation-là n'est pas couverte par le règlement. Parce que, pour moi, le règlement, il décrit la situation dont Max parlait, qui est le geste technique raté où la balle va malencontreusement toucher la main. Là, il y a clairement une utilisation de la main à son avantage. Pour le coup, la main... Il ne le fait pas exprès parce qu'en fait, tu vois, regarde. En fait, le truc, c'est que, et ça pour moi, c'est partie des mecs qui sont stupides dans le football. Les mains, t'en as besoin pour tenir en équilibre. Tu les places différemment pendant tout le cours, etc. D'accord. Et lui, tu vois, dans sa manière de reprendre le ballon, sa main, elle est là, c'est normal. Par contre, moi, et c'est là que ça me dérange, c'est qu'en fait,
son geste technique ne porte pas, enfin, à la rigueur, en fait, pour moi, il faudrait siffler ces mains-là. Pourquoi? Parce que l'implication, c'est quoi? C'est que quand ça touche la main, ça empêche l'attaquant adverse d'une situation hyper dangereuse. Et si on est dans un sport où on veut privilégier le jeu offensif, dans une autre situation, par exemple, où c'est juste un joueur qui, je sais pas moi, est pas attaqué, dans une situation où où c'est pas dangereux, etc., il y a la même action, bah, éventuellement, pour fluidifier le jeu, tu la siffles pas. Mais là, comme son erreur technique porte la responsabilité d'une grosse situation manquée pour l'adversaire, je pense que ça pourrait être intéressant de siffler, tu vois. En fait, c'est pour ça, je peux pas te répondre à la question de est-ce qu'il le fait exprès ou pas. Je pense que tu as raison, il le fait pas exprès. Mais en fait, pour moi, ça doit être considéré avec la règle de annihilation d'une action de but. Ouais, je suis d'accord. Mais Parce pour que le coup, l'arbitre, il peut pas inventer un règlement sur le coup. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il peut se tromper en appliquant sur une situation un règlement qui n'est pas approprié à la situation. Et moi, pour le coup, c'est là que je suis dérangé. Ouais, mais Après, tu peux pas lui reprocher de ne pas s'être trompé, du coup. Parce que ce règlement, il l'applique, là. Oui, mais justement, il l'applique à la mauvaise situation. Encore une fois, pour moi, cette situation, elle n'est pas couverte entièrement par ce règlement, parce qu'il y a la situation d'en face qui est annihilation d'une action de but avec une main. Ouais, mais en fait, le règlement, c'est pas ça. Le règlement, c'est geste technique raté, main suite à la suite de geste technique, pas main. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le même temps, il y a annihilation d'une action de but mais par peu une faute de importe. main. En fait, la suite est nulle et non avenue. Pourquoi? Parce que tu as cette situation-là qui dit qu'il n'y a pas main dans ce type de situation. Tu vois? Et en fait, le règlement, il couvre cette situation. C'est juste qu'en fait, la suite n'importe pas parce que la base te démontre que ce n'est pas sifflable. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ton point et je peux me ranger derrière ça en vrai. Tes arguments sont pertinents. Admettons que ce soit le règlement, ou je sais pas, mais donc il y a des mecs, des juridictions du football professionnel et international qui sont réunis et qu'on imaginé un cas comme celui-là où un mec tente un contrôle de l'intérieur du pied en plein milieu de sa surface, le rate, l'envoie sur sa main, empêche le ballon d'atterrir dans les pieds d'un adversaire dans sa propre surface. Et ils ont dit ça, non, et en fait, il a tenté le contrôle, ça va. C'est pour ça que je dis que le règlement, il est pas fait pour cette situation, je pense. En fait, si le règlement dit ça, je sais pas, et en fait, il faut juste regarder le nom du sport. Le nom du sport, c'est football. Pied, ballon. Il a utilisé sa main pour empêcher un attaquant adverse d'avoir le ballon dans sa propre surface. Bah oui. S'il n'y a pas main là, il y a plus de main. Et en plus, moi, ce que j'aime pas, c'est que ça dévalorise. Là, pourquoi il y a cette main? Parce que l'OM, sur cette période du match, ils poussent. Donc, ils sont proches de la surface adverse. Ils envoient des ballons dans la surface adverse. Si tu enlèves de siffler les mains comme ça, déjà que c'est dur d'attaquer une surface défendue par l'équipe adverse. Si en plus, quand malencontreusement, il y a une main, que les mecs adverses font une erreur dans leur propre surface ou qu'ils ont un bras décollé et que c'est pas sifflé, en fait, c'est trop facile. Et j'ai même envie de te dire, c'est quoi, moi demain je vais animer une séance où je vais prendre une équipe, je vais leur apprendre à rater des contrôles et à se l'envoyer sur la main. En fait, là on rentre dans des trucs si ça c'est pas main, il y a plus de main. En fait, on a le droit pour moi les meilleures critiques de cette séquence, c'est les montages qu'on a eu sur Twitter où ils mettaient Ederson qui commence à dribbler comme au basket parce que c'est risible que ça soit pas sifflé. Ouais, moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord. En fait, le règlement, il est autrement. Puisque, à la limite, on n'arrive pas à totalement se mettre d'accord sur le fait que ça soit un scandale ou pas, moi, je vais me ranger derrière ma première interprétation et mon émotion à chaud en direct. C'est qu'encore une fois, je comprends pas qu'il n'aille pas voir la VAR. Pour moi, ces situations-là, tu dois utiliser les ralentis, tu dois utiliser l'aide à la vidéo assistance à l'arbitrage pour ces configurations, pour être sûr que la situation. Elle a été utilisée. Parce qu'en fait, il dialogue. Mais pas par lui. Non, oui, voilà. Non, mais pas par lui. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Je voulais pas me répéter, mais je vais le faire du coup si j'avais pas été assez clair la première fois. Mais en fait, c'est lui qui prend la décision. C'est lui qui est responsable de la décision. Donc, je veux que ça soit lui qui aille se faire sa propre opinion puisqu'il est responsable de sa décision. Je veux qu'il le fasse et pas qu'il se base sur ce qu'on lui a rapporté ou ce qu'on lui a décrit comme situation qui, pour le coup, est sujet à interprétation et sujet à subjectivité. Bah là, du coup, non. Enfin, moi, je comprends. Moi, franchement, je te promets, j'ai envie d'être d'accord avec toi, Younes. Parce que le situation m'embête pour plein de raisons. Mais en fait, si les opérateurs VAR constatent qu'il y a geste technique raté et main à la suite de cela, mais il y a pas d'erreur flagrante. Il n'y a pas besoin d'aller voir, tu vois. Et pour le coup, c'est quand même assez net que la situation s'applique au règlement. Le règlement est nul, mais c'est assez net, tu vois. Alors, il a pris la bonne décision. Voilà. Mais bon, donc, ils vont pas lui dire, t'as pris la bonne décision, va vérifier que t'aies pris la bonne décision. C'est ça le truc.
va t'assurer que tu as pris la bonne décision. Mais encore une fois, alors sur ça, je vais prolonger mon propos parce qu'il y a dans la séquence de ce qui me dérange, donc il y a ça, et il y a ce que Max a décrit parfaitement, c'est la situation et son comportement à lui. Pour le coup, il met le sifflet ou il initie le geste de mettre le sifflet à la bouche avec sa main. Il fait un geste pour dire, en gros, attendez. Je sais pas ce que ça veut dire. Il commence à mettre sa main pour faire un genre. En gros, il veut leur dire aussi, je pense, ne râlez pas, commencez pas à m'agacer, ça va être revu, etc. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que lui-même sème une forme de doute et il sème une forme de ça allait trop vite pour moi. J'ai pas eu tous les éléments, donc attendez, vous inquiétez pas, ça va être checké. Et ce qui me dérange par-dessus tout, et en vrai, je vais juste vous décrire en 2 secondes comment j'ai vécu le but de l'Atalanta du stade. Je rigolais, j'étais mort de rire. Genre l'action, je l'ai regardé, le sourire aux lèvres, et c'est peut-être pour ça que j'étais moins véhément sur O'Reilly, parce que pour moi, tout ce qui se passait après était nul et non avenu, pour reprendre cette expression, Marwan. Et le but d'Atalanta, je me suis dit, bravo, c'est un beau but, c'est dommage pour vous qu'il va pas compter. Et j'étais mais certain à 100% qu'il allait aller voir. J'étais prêt à exulter, j'étais prêt à voir Mason Greenwood prendre le ballon et marquer derrière. Je t'avoue, j'étais pareil devant ma télé. Et justement, parce que dans ces moments-là, mon premier réflexe, c'est de regarder le comportement de l'arbitre, et tout dans le comportement de l'arbitre me laissait à penser que j'ai pas eu le courage ou j'ai pas eu assez d'éléments pour la prendre en direct, mais vous inquiétez pas, je vais aller voir ce qui s'est passé. Et pire, moi, naïvement, je me dis, le but va le forcer à le siffler. En fait, il peut, en fait, pour se blanchir, pour se laver les mains, il va siffler, il va dire, non, mais, en fait, il y a le penalty. Non, alors, pas du tout. J'osais pas le dire, mais dans ces configurations-là, honnêtement, t'es à domicile, il y a 66 000 personnes. On est peut-être pas assez véhément au Vélodrome, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de stades où les arbitres, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils sont forcément perméables à ce qui se passe autour d'eux. Et je suis sûr que si t'as peut-être un peu plus de poids dans la compétition, est-ce que c'est De Zerbi ou Bennatia qui l'a dit? Il a dit ça au Bernabéu et oui, c'est Bennatia, je crois que c'est Bennatia, non? Ça c'est le poids de l'histoire, je suis d'accord. Si t'as pas le poids de l'histoire, j'aimerais bien voir l'arbitre dans pareille situation à Belgrade, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que dans le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, est-ce que quand tu vois le chemin qu'il y a après pour aller au vestiaire, qui passe sous la tribune, non mais je parle précisément de celui-là parce qu'il pour aller au vestiaire, il peut passer sous la tribune. Est-ce que dans ce stade-là, pour pareille situation, tu prends la même décision? Au Karabag, tu te rappelles à Karabag, le stade avec les barbelés là? Moi, je te garantis qu'il siffle là-bas. On dirait une prison. Les gars, quand même. Alors, vous avez vu depuis tout à l'heure, on débat des cas de situation. À chaque fois, on voit que le règlement protège monsieur l'arbitre. Non. Le règlement protège monsieur l'arbitre. Non. Donc le nom du sport ne le protège pas. Oui, le nom du sport. Mais le problème, c'est que ce sport a un règlement et que lui agit selon ce règlement. Donc, conformément à sa grille d'évaluation, il a été excellent. Non, mais le règlement, c'est ça qui est grave. Hein. Je pense que sur certaines des 4, il est en bluff complet. Il fait semblant d'être sûr de son interprétation. Par chance, il est sauvé par ce fameux règlement. Mais dans l'absolu, notamment sur la 4e, moi je suis persuadé, et pour l'avoir vu dans d'autres conditions que Younes pour le coup, il y a un vrai problème. Il ne sait pas pourquoi il ne siffle pas. Et il se dit, bon, dans tous les cas, vas-y, je prends pas le risque. On va m'appeler dans 20 secondes. On va dire, attends, l'autre, il a joué, il s'est pris pour LeBron James au point de penalty. C'est terminé, on y reviendra. Et la conséquence est dramatique. Parce que, d'une situation, et pour qu'on arrête un petit peu de parler de l'arbitrage, mais qu'on revienne un peu au jeu, d'une situation où l'OM termine, entre guillemets, la première moitié de cette phase de Ligue des Champions avec 6 points et plutôt bien installé dans un ventre mou plutôt haut de la compétition, tu te retrouves avec 3 points, des points perdus, et là c'est uniquement mon ressenti perso, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais contre 2 faibles équipes que sont le Sporting et l'Atalanta, un match où tu t'es fait un peu scarifier aussi arbitralement parlant. On était revenu, on vous laisse réécouter nos débats sur le match contre le Real, où pour le coup, intransigeance complète de monsieur l'arbitre sur plein de choses,
Et puis petites œillères sur d'autres. Ta phase de Ligue des Champions, elle prend un tournant quand même assez dramatique. Posera la question après sur ce que vous pensez de la situation. Mais pour moi, cette situation 4 là, elle va rester dans les annales si l'OM s'il manque un point. Hein. Bah, pas chez moi. Pas chez moi. Ok. Pas chez moi. Enfin, à partir du moment où le règlement le bac, moi, je peux rien dire en fait. Le problème, il est pas là. C'est pas l'arbitre le problème. Le problème, c'est le règlement. Tu vois. C'est ça le problème en fait dans cette histoire. C'est pour ça que tout le monde. Parce qu'en fait, on est arrivé à un point et encore une fois, ça mériterait d'autres débats. Hein. On est arrivé à un point où le règlement il est fait pour éviter les polémiques. Et, vas-y, pardon, Younes. Non, désolé, je t'ai coupé. J'allais juste dire, ceci dit, là, en l'occurrence, le règlement ne justifie pas l'attitude qu'il a eue et qui, pour le coup, laisse, entre guillemets, les joueurs marseillais dans l'expectative d'une action qui ne va pas aller au bout parce Ça, que je suis ça pas va d'accord. intervenir. Ça, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Venez, on switch du coup sur les voilà. attitudes marseillaises, on Switchons sur le reparle un joueur. peu du jeu. Switchons sur les joueurs. Et parlons d'Egan Riley. d'O'Reilly, pardon. Switchons parce qu'en fait, pour moi, l'arbitre a le droit de douter. Il est accompagné par la VAR. Il a le droit de même montrer qu'il doute parce qu'encore une fois, on est dans des décisions qui se font en millisecondes. Tant que c'est pas sifflé, moi je comprends que toi, Younes, que moi, Marwan, que Opti, que Max, on ait cette réaction. On soit suspendu à son sifflet. Mais les mecs sur le terrain, la 90e minute, quand t'as une contre-attaque, je suis désolé d'avoir cette attitude-là. Non, tu sais pourquoi? Parce que eux, ce football, c'est pas, ils doivent pas le vivre de la même manière que nous. C'est un quotidien, c'est un travail. Il y a des impératifs de performance. Être aussi pris émotionnellement, de façon collective, à ce moment-là du match, c'est problématique parce qu'en plus, la réaction de l'arbitre ne t'assure aucune certitude, il y a aucun coup de sifflet. Tu peux pas laisser filer. Tu peux pas laisser filer de cette façon-là. Mais encore une fois, pour moi, le problème, il est pas là. C'est pas cette action-là. Pour moi, c'est la performance au global. Et c'est là, je pense, où ça va être un peu plus intéressant de parler. Enfin, c'était intéressant de parler d'arbitrage parce que pour le coup, on a défilé des sujets intéressants. Mais pour moi, la prestation de l'OM aujourd'hui face à l'Atalanta, elle était scandaleuse. Mais vraiment, là, l'OM était meilleur que l'Atalanta sur ce match. Hein. L'OM était meilleur que l'Atalanta, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça, c'est factuel. Hein. Mais pour moi, ils sont tellement bidons, l'Atalanta, que ne pas avoir gagné, ça a commencé déjà, je trouve, dans les choix de De Zerbi avant le match. Que O'Reilly, qui se retrouve défenseur central gauche, il fasse 90 minutes, qu'il y ait cette mésentente entre le staff médical et Roberto De Zerbi pour faire sortir Egan Riley, du coup, et repositionner O'Reilly. Mais à ce moment-là du match, mais c'est ridicule. C'est ridicule, et on aura peut-être l'occasion d'embrayer. Mais moi, par exemple, et c'est là peut-être que je vais vous lancer, les amis, mais il y a un truc, moi, qui m'a perdu avec De Zerbi sur ce match-là, c'est la gestion d'O'Reilly par rapport à Vermeuren. Vermeuren, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui reproche de physiquement ne pas être là, ou du moins de ne pas être assez pour ce type d'échéance. Mais qu'est-ce que donne Matt O'Reilly dans ce domaine pour que Vermeuren ne joue pas? Tu fais un match qui est excellent face à l'Ajax, où tu as même plus de pression de la part des joueurs de l'Ajax que par rapport à ceux de l'Atalanta, et tu mets Matt O'Reilly, qui, je suis désolé, défensivement, c'est une catastrophe. Il te coûte beaucoup de buts enfin, il te coûte, pas que lui uniquement, hein, mais en tout cas, il est souvent sur la photo avec une défense qui est franchement dilettante sur un certain nombre d'actions, et tu le mets dans un double pivot qui est déjà suffisamment livré à lui-même avec ballon et sans ballon, et tu mets des mecs qui n'ont pas un volume de jeu suffisant pour assurer. Et moi, je suis désolé, ce match-là, il te plombe en partie par rapport à ça, c'est un point parmi d'autres, hein. Mais moi, ce coaching-là, je sais pas ce que vous en pensez, mettre O'Reilly ce soir, moi, je l'impute même plus à De Zerbi qu'à O'Reilly lui-même, parce qu'O'Reilly, je m'attendais pas à autre chose de lui, en fait. Il n'est pas capable de faire autre chose. Moi, sur le propos global, je te rejoins. Déjà, j'aime pas le joueur. J'ai jamais aimé le joueur. Même dans la période face de l'OM, beaucoup l'ont décrit comme un rouage essentiel. Moi, je le vois comme un élément du rouage. C'est-à-dire que la machine olympienne fonctionnait bien. Donc, il était dans la roue, quoi. Ça tourne bien, tu tournes avec eux. Mais je l'ai jamais trouvé fondamental. Max, tu te rappelles quand tu nous as demandé est-ce qu'on voulait faire un mea culpa après le bon match d'O'Reilly et qu'on t'a dit non? Il y aura un petit best-of peut-être pour Noël ou quelque chose. On va essayer de faire un truc un peu sur nos meilleures conneries. Celle-là, elle est dedans. Hein. Celle-là, la mienne. Tu comprends pourquoi on t'a dit non, pas de mea culpa? Ouais, je m'en rappelle. Et surtout que moi, je crois que c'était après le match contre Paris. Et moi, ce match-là contre Paris, je suis dans la fosse au Lion, je suis au virage nord. Donc, tu vois le match de loin et l'OM gagne. Donc, tu te dis tout le monde a été bon.
Après, tu arrives sur Twitter, tu vois que tout le monde parle en lui et parle de bien en lui. Tu te dis, il a été génial. Puis après, tu vas sur le site de l'Olympique de Marseille, tu profites de ton abonnement Pub Bleu et Blanc, tu lances le match. Et tu vois qu'Højbjerg est le meilleur milieu de terrain du match de très très loin. Ouais. Et en fait, O'Reilly a, hormis Metz, qui était, quand on les a joués, la lanterne rouge et la pire défense du championnat, il a jamais été dans les meilleurs. Il fait un bon match face au Real. Il est plutôt Non, intéressant. il est ignoble. Non, il est ignoble. Il est en 10 et en vrai, Il est en 10. très neutre pour le coup. Il est très très neutre, tu vois. Ouais, Mais j'en veux pas. Il lance quand même plusieurs transitions hyper intéressantes, O'Reilly. Hein, oui, il a lancé un bon ballon pour le coup. Un bon quarterback, mais enfin, au bout d'un moment, c'est pas un match de dingue, mais il est intéressant. Moi, je trouve, il est pas mauvais. Justement, hein, pour compléter ce que vous dites, Matt O'Reilly sur le match de mercredi, c'est 7 passes progressives, donc qui amènent de plus de X mètres à une action. Vous avez peut-être une meilleure définition que celle que je viens d'inventer. Enfin, je viens pas de l'inventer, mais j'essaie de me la remettre en même temps. Mais bref, 7 passes progressives au compteur. De très loin, le Marseillais qui en fait le plus. Après, quel est l'effet pardon. Ouais, mais il reste pas très longtemps. Ça joue peut-être. Faudrait que je regarde. Pour le coup, cette stat ne démontre en rien la tirade de Marouane sur O'Reilly. Hein. Et surtout, qui allait les faire à part lui, les passes progressives. Quand tu vois l'équipe au départ, il a disposition. Ouais, même au-delà de ça, le problème, c'est sa gestion des transitions défensives ce qui te permet de ne pas avoir quand tu perds le ballon et surtout dans quelle configuration il met tes offensifs. Quand tu sais que tu dois créer et que derrière toi, c'est Matt O'Reilly qui va faire semblant de défendre, bah tu réfléchis 2 fois avant de faire un double passement de jambes. C'est pour moi là le gap entre le match d'hier soir et celui de mercredi, au-delà de l'adversité, du contexte et des autres, il y a eu d'autres changements dans le 11, par exemple Emerson Garcia, je pense que c'est un step-up de fou. Mais pour revenir sur O'Reilly, moi je suis d'accord avec Marouane sur son match épouvantable, sur le fait qu'il impute plus à De Zerbi de le mettre. Moi je peux comprendre qu'il le mette à l'entame. Moi je suis pas pour, mais qu'il le mette à la limite. Je suis curieux d'entendre pourquoi. Ça. Non, moi je veux pas le voir, mais il a quand même réalisé des matchs de meilleure facture. Mais quand tu vois la première mi-temps, et que tu te rappelles qu'une semaine avant, Vermeeren a été sanctionné à la mi-temps, moi je comprends pas qu'il revienne des vestiaires. À la limite, il revient des vestiaires, il fait encore quelques minutes, mais qu'il fasse les 90, je peux pas l'entendre. Et en plus, sur ce match-là, à raison, on se plaint du nombre d'absences, parce que on va pas les énumérer, tous les suiveurs de l'Olympique de Marseille savent qui était absent ce soir-là. Mais s'il y a un secteur de jeu où tu as le droit à un vrai remplacement, c'est-à-dire pas faire rentrer Tadj ou Mathis Clément ou Patati Patata, c'est au milieu avec Vermeeren. Et le changement, il a pas lieu. Enfin, tu fais rentrer Gomez plus... 85e, non? Je crois, non? En plus, il rentre à 85e, Gomez. Tu le fais rentrer tard et tu le fais rentrer parce que Egan Riley est soi-disant blessé. Et donc, 80e. tu recules Højbjerg avant que, je sais pas, il y ait deux neurones qui se touchent dans l'un des cerveaux du staff, qui disent bon, peut-être que enlever du milieu de terrain le seul mec viable sur la pelouse, et qui pour moi d'ailleurs est le meilleur milieu de terrain sur la pelouse, toute équipe confondue. Je trouve que Højbjerg a été meilleur que O'Reilly, il y a pas débat, mais il est meilleur que De Roon qui sort, et il est meilleur qu'Ederson aussi. Moi je trouve pas meilleur qu'Ederson par contre. Mais bref, peu importe, on va pas s'embrouiller là-dedans. Franchement, Ederson, il est pas loin du carton rouge sur ce match-là. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Au-delà du penalty, il y a la faute qu'il fait sur Peshao, et il y a un tacle sur Højbjerg qui est bon, mais... mais c'est un autre joueur qu'Højbjerg. Il a quand même plus de capacité balle au pied dans la mobilité, dans la vision du jeu qu'Højbjerg, sincèrement. Je parle pas du joueur en général. Sur le match, moi, je te parle. Ah oui, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. Sur ce match-là, je trouve que Højbjerg est le meilleur milieu sur la pelouse, tu vois. Ok, je suis d'accord. Donc, moi, j'entends les critiques sur De Zerbi, sur O'Reilly, mais il y a tellement d'absents. Enfin, surtout dans le choix du système et face à l'Atalanta, Weah, c'est une absence fondamentale par rapport à Murillo. Emerson, c'est une absence fondamentale. Medina, quand tu dis que tu vas jouer à 3, tu dis que dans un monde normal, s'il n'est pas blessé, il démarre dans les 3 centraux parce que c'est ce qu'il fait depuis 3 ans à Lens. C'est un joueur référence du championnat. Gouiri face à Aubameyang contre une équipe qui va jouer en individuel. Et je sais pas, je crois que c'était Jim City sur Aubame. Il l'a tabassé tout le match. Gouiri est bien meilleur là-dessus. Ouais, mais le coaching est d'autant plus lunaire au petit. Parce qu'il change pas d'animation de tout le match. Il fait sortir Pachao pour Vaz,
Alors que Ouais. tu peux complètement sortir un défenseur pour faire rentrer Gomez, par exemple, et remonter O'Reilly. Peshao, Pour il densifier est le milieu. nul. Il Ouais, est mais il a nul, été mauvais, il y a pas de souci. plus Carbo, Non, tu peux pas. plus Carbo surtout. Ouais, mais Non, mais tu peux pas enlever un défenseur pour un milieu. si, mais ils Non, sont tu morts peux à pas. l'Atalanta. Ils sont Mais morts t'es à en- l'Atalanta. Mais t'es en 1 contre 1, tu peux pas. Il a calqué sur eux, ils ont 3 offensifs, tu as 3 défenseurs, ils ont 3 défenseurs. Mais tu leur as posé. T'es un Ouais, piston. après, par contre, Non, je vais pas te faire de procès d'intention, Marouane, mais s'il prend le risque de faire le pari, d'aller gagner le match et qu'il se déséquilibre et qu'on prend un but derrière, encore une fois, je veux pas faire de procès d'intention, et c'est peut-être pas toi, mais d'autres l'auraient fait. J'ai pas envie de lire ce qu'on dit, Mais pourquoi je on m'en regarde fous pas de le ce que match les gens lui nul. disent. Moi, je parle football. Non, Je mais m'en je fous, les gens comprends. ils parleront Mais dans c'est tous pour les te cas. dire que c'est pour te dire que dans tous les cas, les discussions, elles sont sujets à polémique pour le coup, et tu peux comprendre que à ce moment-là du match, surtout qu'en deuxième mi-temps, sans ajustement tactique, sans rien, tu reviens bien plus fort, parce que pour moi, c'est pas un problème de disposition tactique sur ce match-là. Je Non, pense que sur Ah l'entame de bon? match, Attendez. Le double Non. pivot de l'OM, vous l'avez trouvé viable? mais c'est pas Le- c'est pas le dispositif tactique. Mais On bien joue sûr avec que un si. double pivot. On joue avec un double pivot depuis tous les matchs de Ligue des Non. Champions, et ça a bien fonctionné. Mais Le ouais, mais choix des hommes. Ouais, Non, mais le choix des hommes, non. le choix des hommes, je te Non. rejoins. Non, Non, mais le choix des c'est hommes. pas vrai en plus. Parce que contre l'Ajax, par exemple, tu commences avec Vermeuren, O'Reilly et Nadir. Tu joues pas, c'est pareil, le double pivot. C'est pareil, c'est un Non, double non, pivot. Non, parce que là, C'est- parce que littéralement, C'est t'avais une pointe haute. Attends, non, parce que T'as une pointe. mais t'avais pas de pointe haute contre l'Atalanta. T'as littéralement Højbjerg, O'Reilly et un no man's land avec l'attaque. Et c'est ça qui était grave, c'est qu'en fait, t'as ces deux mecs-là qui n'ont aucune solution devant eux, qui ne sont pas capables d'être mobiles. Greenwood. Non, Avec mais Greenwood, il Greenwood revenait. Mais Greenwood revenait, mais je suis désolé, c'est pas un milieu à 3, Greenwood. Mais C'est pas une pointe haute. C'est pas une pointe haute ce Mais soir-là, c'est pas une Greenwood. pointe. En fait, je comprends pas le débat du milieu à 3 au milieu à 2, parce que dans tous les cas, la question de l'animation du milieu à Marseille, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on va arborer un losange ou un carré? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir 2 niveaux, est-ce que tu vas avoir deux joueurs sur la même hauteur devant et plus bas? Ou est-ce que tu vas avoir un losange avec certains matchs à domicile, par exemple comme Lorient, où tu as Kondogbia point de basse, un relayeur un peu plus haut de chaque côté, un 10 et 3 offensifs plus hauts. Mais il n'y a pas de... Mais bien y a sûr, pas que de- mais ce losange, ce losange, ce soir-là, t'en avais besoin. Parce que là, t'étais en 2-2. T'avais O'Reilly Højbjerg, t'avais Greenwood, Pacha au devant. Mais je suis désolé, il y avait un no man's land tout le match, ça ne marchait pas. Et qu'est-ce qui se passait à chaque fois? Des passes latérales. Murillo, Garcia à la même hauteur que le double pivot. Ils sont aussi, on peut aussi leur reprocher. Mais moi, je suis désolé, il y avait un gros problème. Le changement Pacha au Vaz n'apporte rien. Mais Marwan, je peux entendre que le changement Peshao-Vaz, il apporte rien. Mais Peshao, il est immonde. Oui, je suis d'accord. Et les carbos, surtout, c'est ça le problème principal. Moi, j'ai pas trouvé Carbo. Ah, mais moi, du stage, je te le dis, il est vraiment cuit, il est rincé, il est éteint, il fait plus rien du tout après la 60e, Peshao. Donc, honnêtement, même moi, je l'aurais sorti avant, pour le coup, j'aurais pu faire cette erreur-là. Moi, je le garde parce qu'en fait, ils m'ont tellement écuré les deux au milieu. Et surtout, j'ai trouvé que l'Atalanta te mettait pas suffisamment en danger pour que tu ne puisses pas prendre le risque de déséquilibrer. Surtout que je suis désolé, hein, t'as été immonde, mais t'es meilleur qu'eux, tu vois qu'ils peuvent pas faire grand chose. Il y a un gros problème à la construction du ballon, c'est 90% de passes négatives sur le terrain, 90% de passes négatives de la part de l'homme sur le terrain, c'est une dinguerie. Et en fait, quand tu fais un changement Peshao-Vaz, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu résous quand tu fais ça? Ok, il va courir, mais tu reçois aucun ballon dans la profondeur. À chaque fois, c'est des longs ballons où les mecs ils peuvent rien faire. Mais tu peux. Le changement de vase, il marche, Marwan. Quoi? Il a plein de ballons dans la profondeur. Il va jouer des duels qu'il va gagner contre les défenseurs adverses, ce que tu n'as pas fait tout le match. Il a sincèrement que ça n'a rien changé. Cette occasion dans la surface où il rate le ballon. Alors, je vais certainement pas lui porter préjudice. Robinho, petit frère, bon, tu ne nous écoutes pas, mais on t'aime. C'est pas besoin de nous entendre pour qu'on te le dise. Mais ça arrive une fois que Gomez est rentré. L'occasion de Vaz. C'est plus la même équipe à la fin. Il rentre à la 80e, Gomez. Il rentre à la 80e, Gomez. Vaz, il a à la 90e environ l'occasion. C'est pas la même équipe. Parce qu'après, derrière, ensuite, il fait des changements qui font que. Mais cette animation n'a pas fonctionné tout le match. Et quand tu fais de l'homme pour homme tout bête, franchement, même un Vermeuren, ça aurait été sympa. Et là, je suis désolé. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, enfin, tu regardes tout le match, là, on l'a constaté quand même, les gars. Là, c'est même pas de question d'interprétation. Il y a un no man's land entre Højbjerg et O'Reilly. Et Peshao et Greenwood, il a fait un match énorme. Il redescend, etc. Mais c'est qu'il n'y a pas de no man's land. Tu peux pas me dire qu'il y a eu un no man's land. Bah si. Et que Greenwood a fait un match en fait, pour moi, s'il y a no man's land, il n'y a pas de relation milieu Greenwood. Et Greenwood n'a pas la balle.
Bah Donc, en non, fait, mais après, tu peux avoir une relation, mais si le mec il doit dribbler 10 mecs à chaque fois pour faire un. Enfin, je suis désolé, hein. Il y a pas 10 joueurs en Europe qui font le match de Greenwood si tu les mets à ça, l'OM ce soir, hein. je Tu suis vois. d'accord avec toi. Et, Mais, et- mais le match en fait, c'est pour ça que je reviens aux absents. Moi, Marwan, je suis critique sur RDZ. Non, mais Par t'as le exemple, droit, bien sûr. Après, chacun son avis, tu mais vois. sur ce match-là, Mais O'Reilly, il c'est y une a trop faute d'absents. professionnelle de le garder sur le terrain. Allez, à la rigueur, Mais, je suis d'accord avec toi. Tu peux l'aligner, y a pas de souci, tu vois. Là, on n'est pas en train de parler de je sais pas qui. Mais le hmm. garder 90 minutes, il ne Non, change pas la mi-temps. O'Reilly, je suis d'accord avec toi. O'Reilly, pour moi, c'est de la folie, tu vois. Enfin, je l'ai C'est dit, dingue. on s'est vu avec Younes, tu vois, ce week-end. Pour moi, garder O'Reilly tout le sur le enfin, c'est de la, parce que, en plus, moi, j'aime pas le joueur, mais je vais pas lui enlever son point fort. C'est un mec, même pas dans un bon soir, dans un soir où il est pas à côté, un ballon où il a du temps, il va pas rater le contrôle. En général, il a même pas besoin de contrôler. Il va claquer la passe en une. Il va être un bon relais. Mais sur ce match-là, il a une passe ratée où il concède une transition au tout début du match. Il a un contrôle raté à 5 mètres. Il est même pas, tu vois, genre, même le joueur que j'aime pas, il est à côté de son match. Donc, il faut le sortir. Et le pire, c'est que moi, quand il prend son jaune, je me dis, bon, déjà, bien joué, tu sais compter. Cette qualité que je t'attribue, tu l'as bien. Il sent que ça pue. Et je fais ma faute tactique. Et je me dis quoi, bon, c'est bon, nickel, il va sortir. Et encore, hein, sa faute tactique, il le fait, le mec, il trottine à côté de lui. C'est vraiment parce que c'est O'Reilly, il arrive pas à le reprendre quand même, hein. L'action, elle est quand même lunaire, hein, sincèrement, hein. Ouais, Le mec à en vrai, côté, il va à j'ai 20 la même km/h, hein. j'ai la même réflexion aussi. Je me dis, je crois que c'était pas nécessaire de la faire. Tu l'as fait par réflexe Oui, ou au cas voilà. où. Et après, je me dis quand même, on sait jamais si l'action va quand même au bout. Je vais quand même lui cracher dessus à la fin s'il la fait pas. Donc dans le doute, Bah non, pour moi, il doit je la peux la faire. pardonner en vrai. Mais j'ai l'impression il avait Elle est pas 35 nécessaire. ans. J'ai l'impression Elle est il a pas 35 nécessaire. ans. Il lui Non court mais à en côté, vrai, c'est une dinguerie. ouais. Et sur ce match, tu peux passer à 4 au petit. Au bout d'un moment, tu Non, passes à tu 4. peux En fait, pas. non, Bah, je Marwan, suis pas d'accord. t'es Marwan, calqué sur l'Atalanta, Marwan. D'accord, Et mais alors, je calque j'ai une toi, question, t'Atalanta. les amis, j'ai une question qui est une question à vie parce que vu comment elle est tournée, vous allez comprendre où je veux en venir et je vous rends la balle. Est-ce que l'OM n'a pas, et c'est pour rebondir un peu sur ce que disait Opti tout à l'heure, dans le côté des absences, est-ce que l'OM n'a pas été aussi trahi par la faiblesse technique de ces deux pistons qui n'ont rien su faire et qui ne peuvent pas vraiment porter le ballon? Peut-être un petit peu plus Murillo parce que des ouais, fois il un met peu, les un petits peu. ponts et tout. Après derrière on est Ah, obligé il de me dire qu'il fait fatigue, des bons hein, matchs. Murillo. Mais Murillo, Garcia, on a quand même eu un gros souci à ce niveau-là. Et quoi qu'il arrive, tu pouvais pas faire grand-chose d'autre et t'étais un peu condamné. Et ça te condamne aussi les deux de devant parce que tu sais que le ballon ne leur arrivera jamais bien correctement. Et il y en a un dont on n'a pas parlé, mais que je trouve a été désastreux. C'est Obama, qui Ah pour ouais. le coup, Mais n'est pas resté devant et s'est senti obligé pour toucher quelques ballons de revenir bah oui, justement. justement dans le no man's land dont parlait Marwan. C'est là où je rejoins aussi, je fais la transition avec ce que tu disais, parce que lui est venu toucher des ballons beaucoup plus bas, là où Greenwood et Peshao, j'ai pas revu le match là depuis 2-3 jours, mais dans mes souvenirs étaient quand même assez collés à la ligne. Et puis voilà. Pas Péchao, C'était enfin, les pas deux. dos au jeu du but de l'Atalanta, notamment sur la première période, qui est relativement immonde. C'est peut-être même l'une des pires premières périodes, depuis, depuis Depuis Gassé Gattuso, quoi. Ouais, c'est dur quand même, mais ok. Elle fait mal celle-là. Je suis d'accord. Un truc qui avait Je pas suis besoin de d'accord. retourner à Gattuso, Gattuso, fallait juste revenir à où elle mangeait une semaine avant. C'est vrai. Ouais, C'est pas exactement. faux, c'est pas faux, Je c'est vrai. suis, Pas faux. non, je suis d'accord avec Max sur les pistons qu'on a dû aligner dans un système pareil, où ce rôle-là est prépondérant de voir aligner Garcia et Murillo. Et en plus, quand tu les alignes et dans l'animation, tu vois bien que tout est fait pour qu'ils soient concernés le moins possible. Donc c'est ça qui est tout le paradoxe de cette situation, c'est que du coup tu alignes un système où ils sont très importants, ils ont un rôle important, mais en même temps, ton animation, tu fais en sorte qu'ils soient le moins exposés possible pour ne pas les mettre en difficulté et te mettre en difficulté. Là où après je suis pas d'accord sur Aubameyang, c'est que si tu prends le match de l'Ajax du Sporting, t'as exactement la même configuration où Aubameyang décroche beaucoup et Peshao est censé plonger et Greenwood est censé venir profiter de ces appels-là aussi. Donc en fait, honnêtement, dans l'approche de l'Atalanta, encore une fois, moi j'en veux pas des Zerbi j'en veux sur le choix d'homme, hein, du double pivot. Je vais pas revenir là-dessus sur O'Reilly. Vous savez ce que je pense de lui.
mais dans l'animation, je vois pas ce que je peux faire autrement à partir du moment où c'est son prisme à lui de se calquer sur mais l'adversaire, on l'a jamais fait en fait. On se calque toujours sur l'adversaire. Pourquoi genre, et en plus, tu parlais de l'Ajax où t'as Bilal Nadir qui est là. À la mi-temps, il sort Nadir pour faire rentrer Weah. Donc même ça. À la mi-temps, il y a 2-0 face à l'Ajax. 3 même. Ouais. 3. Bah voilà. Non, pardon, 2. Non, il y a 2-0. Mais c'est pour te dire que même t'es pas obligé d'être calqué sur l'adversaire constamment, surtout quand tu vois surtout quand le match il se déroule devant tes yeux et tu vois que t'arrives pas à ressortir un ballon en faisant autrement que par des passes négatives. Ouais, tu vois bien qu'il y a un problème au milieu. Mais au final, t'as réussi à ressortir, parce que ta deuxième mi-temps est largement meilleure que ta première mi-temps, t'as réussi à faire du mieux. Ils sont morts à l'Atalanta, encore heureux. Ils sont morts. Ils étaient nuls. Et est-ce que De Zerbi a pas surestimé cette équipe de l'Atalanta? Dans son approche et dans sa façon de ne pas changer à un moment donné, parce que le premier changement intervient quand même ultra tard, 70e. Ouais, moi, pardon, juste un point, mais j'en aurais voulu s'il avait sous-estimé l'Atalanta quand t'as pris la claque que t'as pris au Sporting, où tu te rends compte à quel point et à quoi ça tient un match de Ligue des Champions, même quand l'équipe d'en face n'est pas extraordinaire. Je préfère qu'il les surestime. Ouais, t'étais à 11 contre 11 contre Atalanta, là, quand même. Ouais, au Sporting, t'as l'infériorité numérique. Vu la dynamique, vu ce qu'il montre, malgré des absences, effectivement, tu joues quand même à domicile. Je pense que t'as plus de garanties qu'eux au coup d'envoi. Les gars, t'es pas moins mort que, pardon, en vrai, c'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure, mais c'est le truc qu'on a occulté et qui est l'explication principale. Ça, par contre, c'est juste, on le est manque de fraîcheur. Il faut se rendre compte à quel point les joueurs sont essorés et tu le vois contre Angers. Les gars, on est le 9 novembre, l'Atalanta, ils sont morts en championnat. Non, mais moi, je veux bien au bout d'un moment, mais je suis désolé quand même. On a le droit ils ont pas une occasion du match. Je parle de l'OM. Mais je parle de l'OM. L'OM, ils sont vraiment morts physiquement. Et je vais prendre dire. Ah oui, et dès l'entame du match, contre Angers, c'est pareil, il y a un manque de jambes qui est criant. Donc je pense que déjà, le plan de jeu que tu avais à la base pour la première mi-temps, tu l'as pas appliqué correctement. D'où le fait que, à mon avis, De Zerbi insiste, et je sais pas forcément lui donner raison que de le dire, mais je pense qu'il se dit que en deuxième mi-temps, avec le discours qu'il a eu, potentiellement, ils vont switcher et enfin mettre en place ce que lui avait voulu voir et il va gagner le match comme ça. Mais il faut pas occulter ce point-là. Je vais prendre deux exemples très concrets. C'est Greenwood et Emerson. Greenwood ne joue pas à Auxerre, il a une semaine complète avant de jouer à l'Atalanta. Greenwood, il volait sur le terrain mercredi. Honnêtement, c'est le plus beau match de Greenwood que j'ai vu. Parce que c'est Greenwood quand même. Non, mais justement, je parle à l'échelle de Greenwood. Greenwood est un joueur extraordinaire. Là, son match est extraordinaire sur l'échelle du joueur extraordinaire. J'ai jamais vu Greenwood aussi fort dans un match. Il m'a vraiment choqué, et j'ai une grille de lecture très très haute déjà avec lui. Et deuxième exemple, je vais prendre Emerson contre Brest hier. Il n'a pas joué mercredi. J'ai trouvé Emerson revigoré. Lui qui était dans le dur, et je le soulignais souvent parce que son rôle déjà était un peu différent, il était plus dans les trois derrière. Il se projetait beaucoup moins. Mais là, on a retrouvé le Emerson du mois de septembre. Il porte le ballon, il traverse en diagonale, les passes sont bonnes, il dédouble. Donc honnêtement, quand je vois ça, ça renforce l'idée que les joueurs sont juste morts. Il faut se rendre compte que on a enchaîné sur une période en jouant tous les 3 jours. On n'a jamais eu une semaine complète pour préparer un match. Et en plus de ça, on a 9 absents sur cette rencontre-là. Donc Aubameyang, c'est pareil, je veux bien le tirer dessus, son match il est dégueulasse. Mais Aubameyang, il est pas censé jouer tout ça. Je suis désolé, à 37 ans, je peux pas lui cracher dessus parce qu'il a pas les jambes pour être bon techniquement. En fait, pour moi, c'est un peu un cercle vicieux. En fait, c'est deux trucs qui s'entremêlent. De un, il y a de la fatigue accumulée de par les absences et le manque de rotation. Et exacerbé par les résultats que tu as pris. Et les résultats, la fatigue, patati patata. Et de deux, t'es nul. Donc, ça tombe pas. C'est plus dur. Tous les efforts sont plus durs. Et t'as l'impression de les voir plus fatigués que ce qu'ils ne le sont. Parce que t'as l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ou c'est les deux qui s'entremêlent, tu vois. Et après, va savoir qu'est-ce que tu fais peser le plus ou le contre. Mais, admettons même, Marouane en écarbo. On n'a pas été, parce que regarde, Egan Riley, il enchaîne pas cette saison. Pavard, il a quand même eu des occasions de se reposer. On est carbo dans le sens, on est mauvais. Imaginons, je rejoins ton prisme, on est mauvais. L'approche est mauvaise, tous les choix sont mauvais, De Zerbi se trompe. Non, je suis pas anti De Zerbi, les gars. Mais juste, je reprends ton admettons. Ouais, mais je suis pas en train de dire tout le monde est nul, machin et tout. Moi, je suis d'accord avec le fait que les blessés, ils ont un impact. Parce qu'on a quand même vu un autre OM cette saison avec quand tu mets l'équipe type. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que si t'arrives pas à t'adapter au bout d'un moment, il y a, en fait, et c'est ça aussi le problème de De Zerbi à l'OM, c'est que, à partir du moment où le match n'est pas dans les conditions que lui exige, ou donc que lui s'attend, il a quelques soucis d'adaptation. C'est pas uniquement le prisme qui va expliquer les matchs, mais là, je suis désolé, tu regardes la compo. Garcia, il joue pas de la saison. Murillo, il est pas titulaire indiscutable.
Marwan, il joue pas la saison pourquoi? Pas parce qu'on laisse au repos et Mais au oui, frais mais parce pour qu'il est pleurer mort, pour mais je le suis match. d'accord. c'était pas pour qu'il soit Non, mais je frais. suis d'accord. Parce qu'il n'a pas le niveau, pas parce Non, mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il joue quelques jours avant. Bon, il se prend le carton rouge contre Angers, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais physiquement, il est là. Moi, j'ai pas trouvé qu'il est pêché physiquement. Egan Riley, il est pas titulaire indiscutable cette saison. Je suis désolé. Il y a un souci si on me dit qu'il est mort. Et il Pavard, fait un très bon match. Il Non, fait un très bon match. il fait un très bon match. À part dans le duel, mais sinon, il a été plutôt bon. Franchement, dans le duel, Kristovic du stade, c'est un j'ai client, vraiment pris une c'est un claque. client. J'ai jamais vu un bison Ouais, c'est pareil. imposant, c'est un Il client. est choquant. De toute façon, il met Skamaka sur le banc, c'est pas pour rien. Et je trouve, ouais, et Ah, il est mort aussi, Skamaka, Skamaka, depuis un petit moment. quand il est rentré, Ouais, c'est une sacrée armoire aussi. Et pour le coup, je pense que Egan Riley a tenu tout ce qu'il a pu, et c'est pour ça que tu changes après et tu mets la garde dans l'axe et tu le décales Non, à parce qu'il y a gauche. eu cette mésentente pour le staff. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir. T'as pas vu l'article Non, je parle pas de sa sortie. En fait, avant de sortir, Egan Riley, ça fait déjà 5 minutes qu'il est à gauche et que Naïef Aguerd est dans l'axe avant l'entrée de Skamaka aussi, pour le coup. Donc, t'avais déjà eu ce réajustement. Je pense que c'est parce que Egan Riley était mort physiquement. Et honnêtement, c'est pas une question de fraîcheur physique, là, mais le duel qu'il a eu à gérer avec l'autre bison, il faut se l'envoyer, hein. Pendant 70 minutes, il t'harcèle. En fait, chaque dégagement du gardien ou chaque gelon d'Atalanta, Egan Riley, il prend un bison de 90 kilos sur lui avant que le ballon ne soit jouable. Déjà, tu dois gérer ça tout le temps. Et ensuite, tu vas jouer le duel avec lui où il te met son coude, où il te rentre dedans, etc. Enfin, franchement, c'est... Là, pour le coup, t'as ouais, mais dans notre au bout sens. d'un moment, moi, je pense que c'est une équipe qui mérite qu'on soit exigeant avec elle. Et je suis désolé. Je vais te rejoindre, Marwan, parce que là, on parle de l'OM aurait pu gagner, on parle de l'erreur à la fin, patata, parce que Rulli sur le penalty. Honnêtement, vu l'entame de match, notre forme du moment et nos forces en présence, si on prend le penalty, ça peut très très mal se passer mercredi soir. Mais moi, j'ai une question pour vous. Et l'action du penalty, juste te dis, pour te rejoindre sur les manques de cette équipe, l'action du penalty, Max l'a évoqué en début d'émission. Quand il dit on est 7 derrière le ballon, c'est une succession on dirait une équipe d'ahuris. Il y a que des fous sur le terrain. Ouais. Déjà, c'est un entre-deux que Lookman va disputer. Lookman, on est dans un match où on se calque sur eux, donc on va dire on est en individuel. L'adversaire direct de Lookman, c'est Pavard. Allez, Lookman, il descend au milieu de terrain, tu vas pas demander à Pavard d'aller disputer le duel au milieu de terrain. C'est Peshao qui va disputer le duel contre Lookman. Admettons. Bon, pour moi, si tu veux être conquérant à domicile, Peshao ne doit pas disputer de duel avec un attaquant adverse pour un entre-deux, déjà. Après ça, donc tu dis, admettons, il le joue. Et après ça, Lookman arrive à se mettre face au jeu. Il y a 7 Marseillais derrière le ballon. Et la ligne de passe vers le numéro 9, elle est libre. Il n'y a ni un mec qui charge le numéro 9, ni un milieu de terrain qui est sur la ligne de passe. Du coup, Lookman, il donne la passe, il prend le penalty, et sur un 2 contre 7, Lookman Krstovic, ils ont éclaté 7 Marseillais qui étaient derrière le ballon. Donc sur ça, évidemment qu'il y a des manques de l'Olympique de Marseille. Défensivement, sur cette action-là, c'est à la limite de l'amateurisme. Genre, c'est même pas un souci de nombre ou je sais pas quoi. C'est normalement, pour construire des actions dans le football, il faut créer des surnombres ou des coups de génie. Là, il n'y a même pas de coup de génie, il n'y a rien. On les laisse obtenir un penalty. Bien sûr. Si Rulli ne le stoppe pas, je pense qu'on se fait exterminer à domicile. Parce qu'on s'en relève pas, honnêtement. Et ça, on saura jamais, c'est du foot fiction. Mais d'ailleurs, Rulli, il a sifflé le coup d'envoi du match en arrêtant ce penalty. Parce que l'entame de match, j'ai parlé du fait qu'il n'y avait pas de jambes, certes, etc. Mais il y a un problème d'état d'esprit aussi. Je sais pas quel a été le discours en avant-match. Mais les joueurs qui sont rentrés sur la pelouse, ils étaient liquéfiés, littéralement. On sentait la peur dans chaque action, dans chaque prise de balle. Tu parlais d'Aurélien tout à l'heure, ses contrôles américains à 5 mètres de lui. C'est un joueur qui est supposé avoir une qualité technique et que pour le coup, il subissait même pas un pressing de dingue de l'Atalanta. Honnêtement, on a vraiment abordé le match avec une peur de mal faire qui, à mon sens, peut s'expliquer parce que l'équipe est dans le dur, il y a beaucoup d'absents, t'appréhendes le match, tu sais que t'as pas 10 000 options sur le banc, etc. Je peux l'entendre, mais c'est pas normal d'avoir autant peur au Vélodrome. On est vraiment retombé dans les travers. Qui est responsable de l'état d'esprit? Bah, c'est là qu'on peut se poser la question parce que depuis qu'il est là, il fait que ça, combattre cet état d'esprit et ce blocage qu'on a au Vélodrome. Il combat tout le temps, on est d'accord. Non, ça. Non, il y a eu du mieux quand même. On regarde la série qu'on a au Vélodrome. Non, mais attends, c'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis. Vas-y, Marwan. En gros, moi, ce que je dis, c'est que c'est un débat plus large.
D'accord. Moi, je suis d'accord. Il y a des états d'esprit qui étaient négatifs. Prenez le début de match d'Højbjerg contre l'Atalanta qui est scandaleux. Dès qu'il reçoit, il se retourne jamais. Non, Par exemple, tu vois. il est est mauvais pas, son bref, début de match, je suis d'accord. tu vois. Même, même dans l'approche, moi, on parlait du match d'Aubameyang et de Pacho que je n'ai pas trouvé bon, mais c'est des joueurs qui ont besoin d'espace. À partir du moment où tu n'arrives pas à envoyer un seul ballon, tu n'arrives pas à faire du mouvement, des surnoms, ne serait-ce que par la course. Hein. Vous regardez à chaque fois, dès que le ballon allait sur un côté, le double pivot, il était statique au milieu de terrain. À partir de ce moment-là Ouais, où tu n'arrives pas à diversifier tes menaces devant, tu n'arrives pas à poser des dilemmes aux défenseurs adverses, bah, je suis désolé, Pacho, il va pas dribbler 4 mecs, il sait pas faire. ouais, Aubameyang, c'est pareil, tu vois. Contre mais l'Ajax, Non, Peshao, on partait de trop loin, si effectivement. Peshao, s'il faisait les courses qu'il est censé faire, je pense que ça serait allé beaucoup mieux sur le début de match et tu aurais pu retrouver la même configuration contre l'Ajax où tu les éteins hein, alors qu'ils ont mis le pied sur le ballon. le Parce truc, qu'il c'est que l'Ajax, il y a venait. deux actions, pardon, juste pour finir ça, mais il Non, y a bien deux sûr. actions sur les 10-15 premières minutes où vraiment t'es apathique et t'es amorphe. Il y a quand même deux actions où tu reçois bien le ballon, dont une qui ressemble un peu à celle de l'Ajax sur la sortie de balle et tu dois trouver Peshao qui fait une course. Monsieur décide de venir jouer dans les pieds et de demander à Greenwood. Greenwood lui met dans le zig alors que lui l'appelle dans le zag. Il prend 3 secondes pour le reprocher à Greenwood alors que Greenwood avait vu juste. Les 3 secondes qu'il perd, c'est les 3 secondes qu'il a perdu pour pas faire de contre-pressing. Donc en vrai, enfin, je veux pas excuser Peshao sur ce match-là. Je l'ai trouvé affreux et dans Non, l'attitude, mais t'as raison. il m'a vraiment dégoûté sur ce match-là. Il a fait preuve de beaucoup de suffisance et honnêtement, j'aurais pas été choqué qu'il soit sifflé parce que s'il croit qu'il nous a endormis avec son but contre l'Ajax et contre le Sporting, c'est très bien mon grand, mais il en faut d'autres hein, dans la saison si tu veux être le joueur qu'on aime. Mais, Messieurs, ça fait plus ouais. d'une heure qu'on est sur l'Atalanta. On va peut-être se laisser une petite demi-heure quand même pour parler du match d'hier. Il y a moins de choses à dire, mais on va évoquer mais pour moi, un petit peu la Ligue 1. excuse-moi Max, mais avec grand plaisir la Ligue 1, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a des débats, et je sais qu'il y a un conducteur, etc., mais pour moi, en fait, il y a un débat qui doit s'imposer. Peut-être qu'on le fera pendant la trêve et tu me reprends de voler si je me trompe. Mais la gestion émotionnelle de cette équipe, Olympique de Marseille, parce que moi, je sais pas vous, les amis, les blessés, on les prend en compte et c'est une grosse importance dans la série en cours. Mais je trouve que ce que tu manques avec les blessés et la façon dont ton niveau a chuté, ce n'est pas proportionnel. Eh ben, Ton niveau, franchement, je regarde pour le prochain beaucoup épisode. plus. Alors, juste, je rajoute un paramètre à l'équation et ça nourrira le débat plus tard. Le problème, c'est pas que les blessés. Le problème, c'est les blessés plus l'enchaînement des matchs tous les 3 jours où tu n'as jamais eu une semaine complète. Les deux sont liés, du coup, t'as autant de blessés parce que t'as cet enchaînement-là. Mais le fait que tu joues aussi peu, concrètement, ça, à mon avis, explique aussi le fait que ton niveau chute aussi drastiquement. C'est le lot d'une équipe de Ligue des Champions qui va être ambitieuse. Moi, j'ai du mal à entendre. Ouais, mais attends, ambitieuse. Enfin, moi, on n'a pas d'autre ambition que d'aller en 16e, potentiellement en 8e. De tuer des équipes mortes déjà, ce serait déjà pas mal. Je suis désolé. Hein, ouais, mais quand le Sporting, t'es ils une sont équipe morts. morte. Sporting, ils sont morts. L'Atalanta, ils sont morts. Les mecs, ils ont pas gagné depuis 6 matchs en Serie A. Ils ont perdu 3-0 contre Sassuolo. Le Sporting, on les a vus, on les a baladés en première période. Mais ça, la gestion. Non, excuse-moi Younes, juste je termine, je te laisserai le temps de répondre ensuite, il n'y a pas de souci. Pardon. La gestion de De Zerbi du rouge contre le Sporting, elle est nulle. L'approche du match contre l'Atalanta, l'approche du match à la rigueur, on peut la défendre d'une façon X ou Y, c'est des choix, etc. On les découvre au coup d'envoi, il n'y a pas de souci. La gestion du match, elle est mauvaise aussi. Et moi, ce qui me fatigue encore plus, c'est aussi le fait que dans sa communication, et je vous ai vu en parler aussi sur Twitter, et c'est intéressant parce que ça nourrit le propos, c'est qu'il est dans le déni. Et voilà, moi, je lui dis pas de me tenir le même. Pour ça. En tout cas, en fait, sa communication publique, elle est problématique parce que effectivement, et Nasri le soulignait justement au CFC, il va pas te dire la même chose qu'à son vestiaire. Mais je suis désolé, moi, quand j'entendais Pierre Sage parler football à la fin du match, il y a une différence entre dire ouais, on n'a pas été top aujourd'hui et dire on a été bon. Contre Atalanta, il a dit on a été bon. Contre Angers, il a dit on a été bon. Parce qu'il est dans le feu de l'action l'Atalanta et sur la fin de match le dernier goût que t'as dans la bouche au moment où il parle, c'est que la dernière demi-heure elle est complètement dans ton sens. Mais on pourra en reparler de ça en vrai, de l'aspect communication, parce que déjà mais moi ça la comparaison avec Pierre Sage en vrai je la comprends pas, c'est deux tempéraments différents, c'est des entraîneurs qui n'ont pas les mêmes rapports avec leurs joueurs. Des Zerbi, j'ai perdu le mot en français. Désolé, en anglais, non, mais en anglais ils disent, enfin, quelqu'un est vraiment intense et les Derby est comme ça pour le coup, il te. On a le droit de dire que c'est problématique. Beaucoup d'énergie, mais c'est sa façon d'être. Dans ce mais cas-là, peu importe, c'est problématique pour il a été recruté pour ça aussi, je pense. Je trouve pas que ce soit problématique, ça fait partie de lui, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Je suis désolé, mais Pierre Sage, s'il avait eu un peu plus de caractère et un peu plus de côté de Deserbi comme ça, il serait pas fait traiter comme ça à Lyon et il aurait réussi à Lyon.
parce que c'est un super entraîneur. Reste avec nous, Marwan. Mais non. Par contre, Non, c'est pas moi, possible de dire ça. moi, le seul truc où je peux rejoindre, je sais pas s'il allait l'évoquer. Moi, le seul truc que je veux rejoindre, c'est quand De Zerbi parle de, je crois, il le réévoque après Brest. Il dit, des fois, on a ce blocage à domicile. Moi, je pense que c'est se tromper de combat. Il n'y a pas de blocage mental. On est fort au foot ou on n'est pas fort au foot. Quand tu gagnes, quand J'aime tu bien, gagnes j'aime bien. 3-0 contre Brest, c'est pas parce que t'as un blocage, ce jour-là, t'as pas de blocage mental. C'est parce que Brest, t'es Ils meilleur sont que morts, de la en plus. 0 à la 90e, tu les éclates. L'Ajax, c'est pareil. Le Mais match pourquoi Angers, tu les éclates pas, du coup? Parce que t'es plus fort qu'eux aussi. mais t'as pas été bon. Ouais, mais il y a une variable mentale au petit aussi Bah, qui c'est à ça, prendre en compte quand même. c'est ça dont il parle. C'est, Et en gros, moi, je le qu'est-ce trouve qui mauvais explique, là-dessus sur certains points. qu'est-ce qui explique que tu sois bon ou que tu sois pas bon, en sachant que intrinsèquement tes qualités sont les mêmes. Les qualités que tu as le mercredi contre Angers, c'est les mêmes que tu as le samedi contre Brest. Bah, c'est justement le déclic mental et ton appréhension du match. Non, Mais la problématique de match. encore une fois, hein, enfin, en vrai, je veux bien qu'on lui reproche d'être comme ça, mais malheureusement, ça, il changera jamais. Il Oui, mais on a progressera le droit de le jamais sur critiquer, ça. Younes. On a le droit de le Non, critiquer bah, là-dessus. Honnêtement, alors, on peut le critiquer, mais pour moi, c'est vain, en fait, parce que ça changera jamais. Encore Mais une peu fois, importe. j'ai pris Persage comme exemple, mais Paolo Fonseca, c'est pareil, c'est un entraîneur qui est incroyable, c'est un tacticien hors pair, mais il s'est fait manger tout cru dans le vestiaire du Milan AC pour le coup, parce que c'est des entraîneurs qui vont manquer un petit peu de cette intensité et de cette capacité à vraiment stimuler les joueurs dans le bon et dans le moins bon. Et malheureusement, ça fait partie des qualités d'entraîneur qui sont importantes. Tu prends un Pep Guardiola, je pense que quand tu as travaillé avec lui pendant une saison, tu ressors lessivé. On te met dans une pièce avec Guardiola Ouais, et mais tu parles de c'est foot un autre avec lui, tacticien il que De t'essort. Zerbi. C'est un autre tacticien Émotionnellement, il t'essort. oui, Voilà, oui. c'est le meilleur entraîneur du monde, donc forcément, il n'a pas d'équivalent. Je pense pas que ce soit une histoire d'intensité, cette histoire à domicile. C'est juste qu'il y a certains matchs, notamment ceux en milieu de semaine. Alors après, on pourra évoquer soit l'enchaînement des matchs, parce que c'est généralement des matchs, effectivement. Moi, ceux que je trouve ratés à domicile, c'est Angers, qui était en plein milieu d'une semaine. C'est, l'Atalanta, qui était en plein milieu d'une semaine. Mais Angers, c'est un non-événement. Déjà, c'est la seule rencontre de Ligue 1 depuis le début de saison à domicile que tu ne gagnes pas. T'es à 15 secondes de le gagner. Et c'est une diarrhée collective sur les 5-6 dernières minutes, assez inexplicable. Et s'il gagne, on dit l'OM au métier. L'OM, une victoire au métier. Mais ça n'arrive pas, malheureusement. Mais peu importe. Le problème, c'est que ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas. Et c'est la seule fois où c'est pas arrivé. En fait, là, les gars, on lance pas une pièce en l'air pour un résultat à la fin d'un match. C'est pas une loterie, une fin de match. Non, parce que elle serait pipée dans ce cas-là, parce qu'elle tombe toujours de ton côté depuis janvier 2025. À domicile, t'es souverain. Non, mais à domicile, c'est toi qui réduis à domicile. Moi, je te dis sur la globalité du mandat de Zerbi, je trouve qu'il y a un problème de stabilité émotionnelle de l'équipe. C'est que l'OM est une équipe et particulièrement cette saison, l'OM est une équipe de série. Quand ça va bien, tout va trop bien, on renverse des montagnes. Mais par contre, quand ça va mal, tu deviens mort. Tu deviens nul. C'est inhérent à l'OM, ça. Ouais, mais c'est inhérent à l'OM. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ce qu'on peut critiquer, c'est que quand c'est toi le berger, tu dois réussir à montrer la direction d'un point de vue émotionnel et réussir à calmer tes troupes. Parce que moi, je pense que De Zerbi a un souci de lucidité, ne serait-ce que dans ses constats d'après-match et dans ses lectures de match. Il est perfectible comme autre. Moi, je dis pas De Zerbi out, etc., etc. Je dis que c'est un point qui est critiquable et qu'on voit qui est récurrent. Il s'était amélioré il fait un gros début de saison, ne serait-ce que dans son management, parce que justement, il n'était pas comme ça. Il a eu des très bonnes lectures de match. Mais souvent, et sur la globalité de son mandat à l'OM, il y a des lectures de match qui interrogent. Moi, je suis désolé. Quand j'entends en conférence de presse, encore une fois, et je vais bloquer sur ce point-là parce qu'il est quand même très important et à mon avis, il aurait pu changer le match. Quand on me dit que Vermaelen, il a un problème physique par rapport à O'Reilly, je pense que Vermaelen, physiquement, il allume O'Reilly dans son implication. Tu vois? Ouais. Et ça, il l'a répété. S'il le dit, il tue O'Reilly. Hein? Ouais, mais je m'en fous qu'il tue O'Reilly. En fait. Attends, pardon. Je vais rectifier. Ça veut dire qu'il tue Vermaelen, là, pour le coup. Oui, voilà. Il en tue un des deux. Non, parce que Vermaelen est moins dans une période de. Non, Vermaelen est moins dans une période de doute que ce que l'est O'Reilly. Dans ce moment-là, c'est comme hier entre Vaz et Aubameyang. Qu'est-ce que tu fais rentrer? Qu'est-ce que tu fais sortir? Moi, je veux bien que tu me dises. Moi, je veux bien l'étayer si vous voulez qu'on fasse ce débat. Là, maintenant, je peux l'étayer si vous voulez. Tu me dis, il est moins dans une période de doute. Moi, je suis joueur de football dans un effectif. J'ai démarré que 3 matchs et mon concurrent en a démarré 8. Et il est nul en plus.
Celui qui est le plus dans une période de doute, c'est celui qui démarre pas. C'est pas celui qui démarre tout le match. Et Pas forcément. pour le démarre. coup, Vermieren, ça a toujours été infusible. C'est-à-dire que même collectivement, quand ça ne marche pas et qu'il est titulaire, il sort après 45 minutes. Exactement. C'est lui qui sort, c'est pas un autre. Parce que l'exigence avec Vermieren et son statut aussi fait que c'est Ouais, pas mais la- c'est ça, pas tu du tout sais pourquoi ça comparable. tient pas? C'est pas du tout Mais c'est comparable quoi le avec. Tu statut sais pourquoi ça d'O'Reilly? tient pas? Tu sais pourquoi ça tient pas, Younes? Parce qu'en fait, Pourquoi oui, tu peux être plus exigeant avec. Allez, encore, c'est un postulat qu'on ne maîtrise même pas. Et ce postulat, il dirait que De Zerbi trouve que Vermeeren est un meilleur joueur que O'Reilly. Ça, on le sait pas. Mais Moi, je pense que oui. Ça y est, oui, on zéro peut le zéro défendre. doute, zéro doute là-dessus. Il Bah, l'a je sais pas, je suis pas dans avoué sa tête. il Je suis pas dans il sa l'a tête. avoué à demi-mot. Non, mais enfin, les déclarations d'amour qu'il a fait à Oui, Vermeeren, mais il les a en pas fait, faites c'est à pas O'Reilly. pertinent. En fait, c'est pas pertinent. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que tu regardes, c'est ce que les deux joueurs t'apportent sur le terrain. Et c'est ça qui doit être le juge. Parce qu'on Oui. en a vu hein, des mecs hyper talentueux, mais qui donnaient pas la pleine essence de leur potentiel sur le terrain. Mais par Oui et non. contre, ouais, non, mais en fait, le truc, c'est qu'à la fin de la journée, quand tu mets Vermeeren sur le terrain, il t'apporte 3 fois plus que O'Reilly. Donc, à la fin, que ce soit le fusible, que dans ses déclarations, il soit dur avec lui. Il est quand même dur avec lui. Hein. Mais que O'Reilly, Il est dur avec lui. de l'autre côté, il passe à la trappe sur plein de choses comme ça. Ben, je suis désolé, c'est pas acceptable. Et tu peux te demander pourquoi. Parce en fait, le pire, c'est que tu vois qu'il est sincère quand il le dit. Il dit ça de Zerbi. Ben, moi, je suis désolé d'un point de vue footballistique, ça m'interroge. Bah, je vais compléter ton propos du coup parce qu'il manque un mot qui est important. Quand tu dis que le juge de paix, c'est ce que le joueur va t'apporter. Le juge de paix, c'est ce que le joueur t'a apporté sur le terrain et va t'apporter dans le futur. Parce que concrètement, De Zerbi, non. il pense à ça. Il pense à la gestion de sa saison. Il y a aucune raison qui plante les derniers clous du cercueil d'O'Reilly quand il est en proie au doute. Alors que Vermieren, c'est un joueur, il l'a dit, je lui parle tous les jours, c'est comme avec Greenwood l'année dernière. J'ai aucun doute sur le fait que quand il dit ça en conférence de presse, il parle à O'Reilly et que Vermieren, il le cajole parce qu'il a sous sa main et c'est un joueur qu'il aime tellement, qu'il lui parle tout le temps. Donc forcément, l'exigence, elle est décuplée et il peut se permettre d'être comme ça avec lui. Et en vrai, enfin, on saura jamais qui a raison ou qui a tort, parce que comme tu le dis, on n'est pas la tête de De Zerbi. Moi, ce que je constate, c'est que De Zerbi, c'est un des rares coachs depuis qu'il est à l'OM, j'ai pas le sentiment qu'il y ait un joueur qui ne soit pas prêt à mourir sur lui. Tu vois, la première scène qu'on a vue depuis qu'il est en mandat, c'est Egan Riley quand il râle en sortant. J'avais jamais vu une réaction pareille. Et même ça, De Zerbi est venu lui parler, alors que d'habitude, les entraîneurs, genre le joueur qui boude, il le calcule même pas. Lui est venu réparer ça tout de suite. Ils ont fini par se taper dans la main quand même. Et le fait que tous les joueurs soient derrière lui, c'est que c'est un meneur d'hommes qui est très très bon pour le coup. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans les discours qu'on a vus. Ça dépend. Non, ça, je suis d'accord. Ça, y a pas Ouais, de non, doute. mais ça dépend, parce qu'en fait, tu peux l'interpréter de plusieurs façons possibles. Je suis d'accord avec toi. En fait, il a l'adhésion de son groupe, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Par contre, tu peux emmener un groupe dans la mauvaise direction. En fait, avoir des gens derrière toi, ça veut pas dire que tu les mènes au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis Ouais, d'accord. alors ça, on n'a pas la réponse du coup, parce que là, la Non, direction dans je suis laquelle on va, je suis d'accord. moi je l'aime bien la direction. Elle est Bah, cool, moi, la je pense que direction. c'est le minimum qui est acceptable avec cette Olympique de Marseille. C'est le minimum. Je suis désolé, quand tu poses 200 plaques. Non, mais les gars, au bout d'un moment, l'OM pose 200 plaques sur le mercato. Il y a quel club en France qui a mis autant que l'OM sur le mercato avec cet effectif? Ouais, non, mais il y a aussi, enfin, Ils ont un meilleur effectif que l'OM. Non, mais arrête, ils ont un meilleur effectif que l'OM, Strasbourg. Non, c'est pas ça. Ils ont mis autant que Marseille. Tu m'as posé la question qui a mis autant que Marseille. Non, mais oui, mais en gros, ce que tu veux, c'est une constellation de variables. Et est-ce qu'on peut quand même un petit peu responsabiliser les joueurs qui sont alignés des fois? Oui, mais regarde, Maxime, ça, tu vois, c'est un débat super intéressant. On est en 2025. On est en 2025, dans une époque où tout le monde se plaint qu'il n'y ait plus de joueurs frissons. Pourquoi? Pas parce que les joueurs sont moins talentueux qu'avant. Parce qu'on n'a jamais été dans une époque du football où l'entraîneur a une telle importance. Où la variable collective, elle prime sur les individualités. Donc en fait, aujourd'hui, plus qu'à n'importe quelle époque, l'entraîneur est responsabilisé et responsable de ce qu'on voit sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans le micromanagement et la micro-tactique que aujourd'hui, c'est très difficile de voir des joueurs qui, comme avant, avaient leur petit précaré, avaient leur expression individuelle, on leur permettait de pas courir, etc. Aujourd'hui, tu cours pas, t'es sur le banc. Donc, non, sur certains points, je peux pas être d'accord avec toi là-dessus. Ok. Moi aussi, quand tu vois l'action de Greenwood. Je t'écoute. Ouais, bah vas-y, moi j'ai l'exemple de Greenwood sur la passe qu'il fait à Højbjerg. si tu penses qu'il a pas de liberté quand il va faire un 1 contre 3 au milieu de terrain. Mais enfin, Greenwood, c'est Greenwood. C'est pas la norme des joueurs de football, Greenwood. C'est comme si tu me dis, bah, Messi, il court pas. Mais ouais, Messi. Oui, non. Ben, j'ai un autre contre-exemple, si tu veux. Mais c'est pas tant dans l'implication avec ballon, mais dans l'implication sans ballon. Tu dis, les joueurs ont pas de liberté, etc. Ça, potentiellement, je peux l'entendre. Non, mais on peut de liberté. Après, là, je systématisais, Max. C'est que là, j'énonce un paradigme. Donc, quand on systématise, on réduit, tu vois. Donc, je te dis pas que les joueurs ont pas de liberté. Ils en ont moins qu'avant. Ça dépend des coachs, mais oui, c'est une tendance. Prenons l'exemple d'O'Reilly. Ouais. Alors, peut-être qu'il n'a pas à être sur le terrain. Ça, c'est un autre débat et à certains moments, pas de problème. Le but qu'on prend à Angers,
enfin contre Angers à la toute fin, et le but qu'on prend à la toute fin contre l'Atalanta, c'est 2 fois la même situation où dans une position de duel, Et t'oublies le but. Juste, je me permets, Max, le but de Kashta qui ouvre le score au Vélodrome avec Contre le Havre. Et on peut peut-être même en rajouter d'autres. Effectivement, je l'avais plus en tête, mais ça vrai. fait 3. Ouais. C'est une non-intervention de sa part. Ouais. Un duel, j'ai presque envie de dire, perdu, mais dans sa tête, il prend la bonne décision en ne coupant pas l'adversaire, ce qu'il l'a refait. Donc quand tu le restes, une fois, c'est un manque de lucidité, 2 ou 3 fois, c'est il est convaincu de ce qu'il fait. Bah, à un moment donné, je peux pas reprocher à De Zerbi qu'un mec comme O'Reilly fasse pas les fautes et pas l'intelligence de savater un type à une action qui est dans une position de non-danger, alors qu'il va se mettre dans une position dangereuse. Après, Je pour vois le ce que je veux dire. Je comprends pas ton point, Max, là. Je suis obligé de responsabiliser les joueurs. Oui, mais ça vient dans un second temps, par contre, pour moi. Non, mais on peut tirer à boulet rouge sur De Zerbi sur plein de choses, mais à un moment donné, on a aussi des joueurs qui ont fait des erreurs individuelles qui ne dépendent pas de Roberto De Zerbi et qui nous ont mis dans des difficultés terribles, notamment comptables. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Prends le match d'hier, Max, pour renforcer ton propos. Au bout de 6 minutes de jeu, t'as 2 énormes ratés d'Aubameyang. À la 9e minute, t'as Mboup qui est en face à face avec Rulli et qui joue mal le coup. Tu prends le but là, 1-0. Tu te retrouves avec un Brest qui est dur comme du chien et t'arrives pas à les manœuvrer parce que t'es fatigué, t'es éreinté, t'as pris un coup. T'as pris non, ils sont pas Brest, les gars, le gardien. Les gars, je suis d'accord avec Younes, je suis d'accord avec Younes là. Non mais les gars, j'ai pas dit que Brest était dur comme du chien. Je te projette dans une situation où Mboup est meilleur, il marque, ça donne confiance à Brest. Brest, historiquement, on a vu que c'est une équipe qui sait être dur comme du chien, même s'ils ne le sont pas du tout cette saison, qui sont cadavériques. Admettons que ça fasse un déclic pour eux. Tu vois, comme Angers, ils ont pris confiance pendant le match et ils ont montré une prestation qu'ils n'ont pas montré en Ligue 1. Projetons-nous sur ce scénario fictif. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Roberto De Zerbi a mis exactement les mêmes ingrédients que ce qu'il a mis. On a gagné 3-0 hier. Dans le football fictif que je vous propose, il y a 0-1 pour Brest, tu finis un partout. On dit quoi là, ce soir? Non, mais là, par contre, c'est pas, non, mais ça, c'est un objectif qui va loin, là. Parce que tu te projettes. Bah si, parce que, en plus, Brest marque et en plus, Brest tient le score. C'est un pas de géant dans un match. Bah, Angers a réussi à le faire quasiment. Non, mais Angers, ils te mettent un but à la dernière minute. En fait, c'est un effet domino. C'est un effet domino. C'est-à-dire que c'est pas juste Brest qui te marque un but et qui prend confiance. Ils vont peut-être pas prendre confiance au point de devenir dur comme du chien, mais ils vont te faire douter dans une période où tu es en proie au doute. T'as aucune garantie que l'OM ait le supplément d'âme nécessaire pour rebondir. Donc en fait, le rapport de force, il peut parfaitement se rééquilibrer parce que Brest prend confiance et toi, t'es au fond du seau. Ouais, mais du coup, c'est un scénario qui est quand même tiré par les cheveux parce que derrière le but d'Mboup, t'as 70 minutes, quoi. Il est, mais du coup, c'est quoi le point derrière ça? Parce que oui, c'est possible, mais c'est quoi? Tu veux démontrer quoi à travers ça? Justement, en gros, je vais dans le sens de Maxime. Ça montre bien que à production égale de la part d'un entraîneur, tu restes quand même très tributaire de ce que tes joueurs vont produire sur le terrain et du fait que le football leur appartient. On peut me dire ce qu'on veut sur l'entraîneur. Je suis pas d'accord. Ouais, mais pour moi, le football appartient aux joueurs. Moi, j'entends souvent ça des entraîneurs qui jouent en amateur, machin et tout, les poseurs de coupelles qui s'en vantent H24 sur Twitter. Il y a pas de souci là-dessus. Non, parce que non, mais ça aussi, il faut le dire. Hein, mais c'est pas le même sport. D'accord, c'est pas le même sport parce que qu'on le veuille ou non, à la fin de la journée, les joueurs quand ils abordent un match, c'est la retranscription d'une philosophie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec vous. À la fin de la journée, c'est pas De Zerbi qui loupe des passes. Il y a eu des erreurs techniques, un niveau technique sur des matchs. Tu te dis, mais en fait, là, De Zerbi peut mettre en place ce qu'il veut. Si tu réussis pas une passe à 5 mètres, on s'en tape de la philosophie. Mais là, on n'est pas dans un problème qui est lié à des erreurs individuelles. Aujourd'hui, l'OM n'est pas en difficulté en C1 uniquement à cause d'erreurs individuelles. Il y en a en partie. Emerson, par exemple. L'OM est Marwan, je te coupe, je suis désolé, parce que en plus, vraiment, je suis bien placé, je suis pas pro. Younes est plus De Zerbien que moi. Moi, je te parle d'un point de vue De Zerbien, mais sur ma fin. Genre, il y a un gap, pour moi, il y a un gap qu'on peut produire avec cet entraîneur-là, et avec cet effectif-là, il y a un gap. Donc, ça veut dire que je suis pas encore satisfait. Je suis neutre, on va dire, je suis neutre. Ouais.
Ouais, après, moi, faut pas raisonner entre pro ou anti De Zerbi. Moi, je suis pas là-dedans. Je constate et je Ouais, parle. moi je tu me vois. considère pas comme pro de Zerbi. Si Moi, demain il y a- commence non, à mais faire de la merde, va- je le va- lâche. attention, tu vois. Mais vas-y, Opti, va au bout du truc. Ça m'a perdu, j'ai reçu un appel, ça m'a perdu. En gros, tu disais l'OM en C1, je pense que tu allais dire qu'on était tributaire des erreurs Oui, individuelles. tu disais, là, tu parlais du constat de l'OM en C1 étant l'OM est en difficulté en C1 parce qu'on a pris un rouge à la mi-temps contre Lisbonne. En fait, rien que les 3 points de Lisbonne, qui pour moi, on allait prendre. Oui. Je trouve que la mi-temps est survendue par beaucoup parce que tu es meilleur, mais il y a que 1-0 et t'as pas produit 14 XG sur la première mi-temps, mais tu es meilleur. T'as des énormes phases avec ballon. Donc, je présume qu'à 11 contre 11, on prend les 3 points. Mais juste ces 3 points-là, on en a 6. Là, on est 13e ou 14e. Et le parcours en C1 n'est pas un débat. Et pourquoi le Sporting n'est pas l'Atalanta, du coup? Pourquoi pas? Mais moi, comme je te dis, parce que là, tu évoques beaucoup des arbitres pour l'Atalanta. Notamment avec le Cabrelli. Même contre le Sporting, hein, mais le Sporting à l'arrière, c'est le cas de moins scandaleux. Je suis d'accord avec toi que, pour moi, Aurélie, sur ce match-là, déjà, moi, je veux pas le voir titulaire. Je veux pas le voir revenir à la mi-temps. Je veux pas le voir survivre à son carton jaune. Et je veux encore moins le voir défenseur central quand Max a évoqué les 3 buts qu'on a encaissés où il est sur les photos. Je crois que ça va être l'expression de ce podcast, que ça plaise ou non. Et donc, ce choix-là, je suis d'accord avec toi. Mais entraîneur de football, c'est maximiser l'effectif. Tu nous parles de l'argent qu'on a posé cet été. Quand je prends le 11 et que moi, je comprends son prisme de calquer sur les adversaires qui jouent à 3, je prends poste pour poste. Gouiri, il est devant Obama en temps normal. Ouéa, il est devant Murillo. Balerdi. Attends, Gouiri, c'est pas vrai par contre. Gouiri commence sur le banc. Gouiri, dans ce genre d'approche de match-là, il est devant Obama. Il était contre. C'est simple, le match qui ressemble le plus à ce match-là, c'est Strasbourg. Et il était titulaire, Gouiri. Donc, et en plus, contre l'Ajax, il est pas titulaire et il prend un coup à l'épaule contre Lorient et qui traîne. Enfin, on fait Lorient Real, on le rejoue le week-end et après il y a l'Ajax plus tard. Mais sa blessure à l'épaule, il a été gêné. On nous l'a dit en conférence de presse. Au moins, sans absence, Gouiri est titulaire. Ouéa est titulaire devant Murillo pour un poste de piston droit. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Balerdi. Kondogbia est titulaire. Kondogbia pour moi est titulaire. Balerdi, je rappelle que l'affiche de demi-finale d'Europa League de 23-24, c'était Atalanta OM. Balerdi est le meilleur joueur sur le match aller. Il prend Scamacca, il le plie, il le range dans sa poche, il le sort, il s'essuie avec le mouchoir qu'il en a fait, il le re-range, il le jette à la poubelle. Balerdi, il avait plié Scamacca et il aurait plié. Je pense que un bon Balerdi plie Kersovic. Emerson, il est devant Ulysse Garcia, il n'y a pas de débat. Tu peux supposer que Medina, dans une approche où tu prends... Oui, il y a des absents, petit. Oui, il y a des absents. Il y a beaucoup d'absents. Non, il n'y a pas des absents. Il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup d'absents. Il y en a 9. Mais du coup, il a aligné Marwan Belkacem en pointe de Zerbi ou il a aligné Aubameyang? Franchement, Marwan ou Ulysse, c'est pareil pour moi. Et toi, il n'y a pas grand-chose. Je suis pas d'accord. Mais au début de la saison, Ulysse Garcia, il est comme toi, frérot. Il est pas dans non. Alors, c'est vrai, il est pas dans les on va le dire autrement. Je pense et avec tout le respect que j'ai eu pour Ulysse Garcia, je veux pas être méchant quand je dis ça, mais je pense qu'il y a moins entre toi et Ulysse Garcia que ce qu'il y a entre Ulysse Garcia et Emerson. Non, quand même. C'est comme il y avait un débat avec Scalabrine à l'époque en NBA. Vous vous souvenez vous connaissez non, pas la NBA, peu importe. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que il y a des absents. Mais il a pas aligné Marwan Belkacem, Younasri, Opti et Maxime Vandrel sur le terrain. C'est qu'au bout d'un moment. Mais on n'a pas pris 4-0 non plus. Non, t'as pas pris 4-0. Mais par contre, t'es en droit d'attendre mieux contre une équipe en face qui est mauvaise. Parce que t'es meilleur en fait ce match-là. On a vu que t'es meilleur. Moi, j'entends qu'il y a. On joue pas avec des champions si on est fatigué tous les 3 jours. Il y a un manque. Avec un effectif de 18 joueurs, si tu joues avec des champions, mais quand t'es meilleur ou pas, Younes, ce soir-là? Avec 11 joueurs sur 6 matchs. T'es meilleur ou pas contre l'Atalanta? T'as la balle de match à 90e minute. T'es meilleur ou t'es pas meilleur? Donc on est meilleur avec 8 absents. Imagine sans les 8 absents. 75 minutes. Mais il n'y a pas de souci, ça aurait été mieux. Mais ce que je veux te dire. Comment tu peux imputer l'entraîneur, du coup? Mais parce qu'en fait, son approche, elle est mauvaise. Il n'arrive pas à s'adapter. Mais même, en fait, il y a que O'Reilly. En fait, le seul choix qu'il peut faire, c'est O'Reilly. Et je suis d'accord avec toi, il le fait pas. Et dans l'approche aussi, moi, vous dites qu'il ne peut pas passer à 4, par exemple. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, je dis pas qu'il peut pas, je dis qu'il le. Non, mais. Ouais, mais les gars, en fait, moi, c'est juste qu'on est pragmatique, on sait qu'il le fera jamais. T'as raison de dire qu'il le fera jamais. On changera rien dans ce podcast, les gars. Ouais. On changera rien, vous et moi. Mais on peut parler de ce qu'il aurait pu faire d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas la certitude que passer à 4,
ça aurait été une très bonne option quand tu vois comment l'Atalanta Ouais, évolue, comment J'en ai pas la certitude non plus. comment Krestovic a tendance à décrocher et Lookman à prendre les espaces dans son dos. Ils ont pas une occasion en deuxième période de l'Atalanta. Pas une, Pas une seule. Parce que t'es à 5, mais tu peux projeter que ça aurait été la même chose si t'étais à 4, tu vois. À 4, tu peux potentiellement t'exposer. Je dis pas que c'est le cas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il faut le considérer, tu vois. Oui, mais en fait, le truc, c'est que si tu fais que des calculs à somme négative, ça m'étonne pas que derrière, en fait, tu produiserais sur le terrain. Parce que tu joues avec la peur, du coup. Ouais, mais si je change, peut-être qu'ils vont faire. Mais non, en fait, faut être protagoniste. Et le truc, c'est que De Zerbi, il y a un décalage entre le discours et ce qui est produit sur le terrain. Il y a beaucoup de choix qui sont négatifs dans le coaching. Enfin, je suis désolé, regardez hier, par exemple. On peut le lire d'une autre façon. Mais Aubameyang qui fait 90 minutes. Hier, Aubameyang qui fait 90 minutes. Il y a un souci quand même. Non. Moi, regarde. Moi, regarde. Et encore là, j'abuse peut-être, mais pour moi, tu peux le laisser sur le terrain parce qu'il doit marquer. Mais je suis désolé, au bout d'un moment, tu peux aussi faire rentrer Vazalin. Sur toi, 2-3-0. En fait, c'est ça. Il est censé prendre une décision, soit donner beaucoup plus de minutes à Vaz, et dans ce cas-là, sortir Aubameyang et l'envoyer pendant 15 jours avec 2 occasions qu'il va ruminer, soit laisser Aubameyang sur le terrain, même s'il est mort de chez mort, juste dans l'espoir qu'il mette un but, chose qu'il a faite du coup, et lui permettre, par rapport à tous les services qu'il t'a rendus depuis le début de saison, par rapport au fait que le joueur, il est sur les rotules complètement cramé, il a 37 ans, il joue des matchs de 90 minutes. Eh ben écoute, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'il soit cramé. Aubameyang. Si. Il est pas cramé, je suis désolé. C'est comme dans moi. Non mais regardez, moi faites. Là, il en peut plus là par contre. Là, je suis pas d'accord. La trêve elle arrive à point nommé pour Aubameyang. Il descend même plus les poubelles chez lui, il envoie sa femme, il a plus de jambes Aubameyang les gars. Mais en fait, vous savez pourquoi je suis pas d'accord avec lui, parce qu'en fait, on est dans des matchs, dans des animations, on est tellement stérile que ça le force à être un joueur qu'il n'est pas. En fait, moi je suis désolé, si on attend d'Aubameyang qu'il décroche comme Amine Gouiri, je suis désolé, c'est pas Aubameyang. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il aime bien. Son meilleur match cette saison, l'un de ses meilleurs matchs, c'est contre l'Ajax. Il le faisait. Même l'année de Gasset, il faisait que ça. Exactement, je suis d'accord avec ça. Oui, mais l'année de Gasset, c'est pas le même dispositif. Ouais, mais du coup, c'est plus lui qui aime bien le faire plutôt que des arbitres qui lui imposent, c'est ce qu'on veut dire. Regarde, le truc, c'est que lui, il peut le faire, mais si autour de lui, finalement, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit performant dans ce registre-là, tu vas pas juger un poisson sa capacité à monter un arbre, comme on dit. Ouais, mais il veut le faire et il le fait mal. On peut même pas juger les autres parce que c'est de sa faute. Quand t'as besoin de 2-3 touches de balle pour mettre un ballon au sol, malheureusement, deux joueurs d'espace devant. Je peux pas le juger. Ouais, mais si lui est pas capable de faire une remise. T'as 2 joueurs. Il en fait quand même, et il le fait même bien contre Brest. Brest, il l'a fait. Regarde contre Brest. Vas-y, compte le nombre de ballons qu'il joue en une touche. Il met un contrôle, c'est criant contre Brest. Il met un contrôle sur chaque ballon où il est touché dos au jeu. Il pue le manque de confiance en lui. Oui, des remises à 4 mètres du sol, il a mis un contrôle. Ça a aucun sens. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un contexte, c'est que tu as une série de matchs où tu es stérile, et en fait, ce qu'on lui demande, c'est qu'il n'y a aucun ballon qui arrive. Il a 2 occasions en 6 minutes de jeu. Contre Brest. Il y a 2 occasions en 6 minutes de jeu. Il y en a une au bout d'une minute. Mais contre Brest. Mais Brest, il y a le match. Non. Ça, je suis d'accord. Non, le fait que ça soit contre Brest, parce que là, forcément, après la semaine le sketch de la semaine, ou pas le sketch, avec beaucoup de critiques qu'on a entendues, là, avec le 3-0, forcément, t'as entendu, et qu'on repasse premier du fait de ce qui s'est passé avant, on entend le fameux discours, ah, mais je comprends pas pourquoi il y avait autant de doutes. Les gars, il y avait une seule victoire sur les 5 derniers matchs, alors que ça prenne l'extrapolation, que ça prenne dans la Team OM, parce que c'est la Team OM, soit, mais c'est pas parce qu'on a tapé Brest 3-0 à la maison les gars, ils ont fait 0-0 contre Lyon à 11 contre 10 pendant tout un match. Enfin, c'était faible. Alors ça fait du bien. Il faut le faire. C'est pas anodin. Parce que gagner 3-0, je pense que c'est jamais anodin, surtout que c'est pas Après, c'était vraiment une Brest, hein. Non, mais surtout que c'est pas le 3-0 de l'année dernière. Le 3-0 de l'année dernière, oui. Non, il est mérité. On est mauvais. Gouiri, il met une retournée. Oui, il met d'accord. Toutes les occasions que tu as, tu les mets. L'année dernière, le 3-0 contre Brest, pour moi, tu as été mauvais, mais t'as des meilleurs joueurs. Là, on les a. Brest, on les a pliés. On n'a pas été flamboyant. Ouais, on n'a pas été flamboyant. On a été bon, ça va. Contre qui? Contre Brest, là? C'était pas dingue, je trouve. Non, contre Brest, là, franchement, tu peux pas. Je suis désolé, hein. Moi, je me suis pas régalé. Oui, non, je me suis pas régalé. Non, mais et tu es quand même bien aidé par le gardien adverse qui installe une peur terrible, qui plie le match à lui seul. Ouais, mais en vrai, avant ça, il y en a 4, les gars. Mais Brest, avant ça, exactement. Avant ça, on a 2 face-à-face de notre numéro 9. On a Greenwood qui envoie un ballon sur la lune. Oui, non, mais on est bon ce match-là. On fait notre match, il n'y a pas de souci. On l'aurait gagné. Mais c'est pas non plus... Je me suis pas levé de mon fauteuil.
Je me suis pas levé de mon fauteuil, Oui, voilà. personnellement. T'as fait ton Mais match, par voilà, t'as fait contre, ton match. j'ai déjà vu des OM ne pas gagner ce match-là Oui, et c'est se vrai. mettre dans une situation terrible, appelons-la terrible, avant une trêve. Les gars, franchement, je vous trouve. Après, je peux pas juger votre sensibilité et votre rapport au match, tu vois. Mais me dire que, Ah non, mais oui, moi mais je suis très content Mais de t'as été la victoire. enthousiasmé hier au petit? Ouais. franchement, Moi, le ouais, match, désolé. Højbjerg, il est trop fort. Vermeuren, il est trop fort. Gomez, il est trop fort. Peshao, il est mauvais. Greenwood, il est trop mauvais. Les fort. gars, Henry, il est il y a trop pas de souci. Il y a Moi, pas de souci. moi, le seul truc cool, au-delà des 3 points, il y a 2 trucs cool que je relève, c'est Gomez et Vermeuren. Ah oui, non, ça, c'est sûr que c'est une satisfaction que tu peux, ça, Parce c'est que une grosse satisfaction. tu vas pouvoir travailler là-dessus. Et je Ah ouais, ça pense fait que plaisir. avec tout ce qu'on lui a mis dans le nez depuis 2 mois et demi, Angel Gomez à ce niveau-là, il peut peut-être te sauver sur des situations ou te les débloquer plus facilement. La gestion d'Angel Gomez aussi, on peut en parler d'une certaine façon. Non, mais avouez, faut qu'on fasse un podcast là-dessus, les Si on amis. fait les Ouais, situations en de C'est tout qu'en le vrai, fait, monde, c'est qu'en ça fait, va les être gars, long. oui, on non, mais peut en voilà, parler en fait, sur le plus prochain. globalement, c'est que t'as beaucoup de joueurs qui ont un registre et qui ne sont pas mis en valeur. Peshao, je le trouve mauvais, moi, depuis qu'il arrive à l'OM. Il a sa blessure, il n'y a pas de souci. Mais même là, là, on commence à s'en éloigner. Dans le contenu, je le trouve, je suis d'accord avec toi, Younes, il était mauvais. Contre l'Atalanta, par exemple. Il était Moi, je le mauvais, mais c'est trouve pas le seul cramé match. surtout. Moi, Mais je le trouve pas c'est cramé. un autre Oui, débat. je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que on s'est aperçu qu'en fait, c'est pas un Brésilien comme les autres. C'est pas un Brésilien qui va en mélanger d'autres. Voilà, c'est pas entre guillemets le cliché du Brésilien qu'on attend. C'est un joueur d'espace. Aubameyang, c'est un joueur d'espace pareil. Greenwood, voilà, c'est un mec, franchement. Et d'ailleurs, je trouve que Greenwood, voilà, il a toute l'image qu'il a à côté, qu'il a sans doute mérité sur certains points. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Je pèse mes mots quand je dis ça. C'est vraiment un des meilleurs joueurs du monde. Je pense qu'il y a pas, il y a Depuis l'année pas, dernière, je pense, moi, déjà. hein. Depuis l'année dernière, je pense que c'est. Ben, je le trouve encore meilleur. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que je trouve que en ce moment, il est exceptionnel, mais il a encore beaucoup de déchets. Il a eu du déchet face à l'attentat sur des contrôles simples, sur des passes simples, etc. Il est exceptionnel sur d'autres actions. Mais ce mec-là est capable d'aller encore plus haut. On n'en fera jamais assez sportivement parce qu'il y a toute l'image qui tourne autour du joueur. Et je respecte ça. Je respecte en partie ça, du moins. Mais par contre, derrière, quand tu as des joueurs qui ont des registres précis, qui n'ont pas la variété d'un Greenwood, bah, c'est compliqué parce que quand tu as besoin d'espace et tu as besoin de diversifier tes menaces devant, mais que tu joues avec le double pivot que choisit De Zerbi et l'animation que joue De Zerbi, bah, à bout d'un moment, tu vas être bridé avec ces mecs-là. Parce que Aubameyang à 37 ans, tu prends Aubameyang à 37 ans. S'il y a des gens qui s'attendaient à ce que Aubameyang ait exactement le même rendement, ne serait-ce que physique qu'il avait sous Gasset, bah, je suis désolé, surprise, il a 37 ans, les amis. Mais Non, mais tu t'attendais sans doute pas à devoir le faire jouer autant. Ouais. Bah, moi, je prends, je suis pas d'accord avec ça. Tu prends pas pour jouer 20 minutes. Ça veut dire que tu aurais divisé sérieusement le temps de jeu de Gouiri. Ouais, bah, c'est ce qui t'a dit en début de saison. C'est ce qui était dit en début de saison. Bah, je suis désolé. En fait, on a pris Aubameyang pour que ce soit un titulaire bis. Ouais, bis, mais là, c'est pas le titulaire bis, il est tout seul. Non, mais un titulaire bis, c'est-à-dire un mec qui se partage le temps de jeu avec Aubameyang. Avec oui, mais là, il peut partager le temps de jeu avec quasiment personne. Mais je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, sa variable physique, encore une fois, on le met même pas en valeur. Ses meilleurs matchs, c'est quoi? T'as le Real. Et encore, il croque contre le Real. L'Ajax. Bah, moi, je trouve intéressant l'Ajax. C'est des matchs où il a de l'espace. Moi, j'ai trouvé essentiel contre Strasbourg, même s'il il fait pas grand chose de bon. Ce qu'il fait de bien, il te ramène des points. C'est des matchs où il a de l'espace. Contre Strasbourg, moins. Il rentre en jeu et encore, il a moins d'espace contre Strasbourg. Mais il rentre 20 minutes, ouais. En fait, c'est des matchs où tu as de l'espace parce qu'en fait, tu as du mouvement autour de lui. Et le truc, à partir du moment où tu as des joueurs qui ont besoin d'espace pour exister, mais que tu n'as pas de mouvement autour, il n'y a pas d'espace qui se crée. Ah, comment est-ce que tu veux qu'il soit bon dans ces moments-là? Moi, c'est ça ce que je reproche en fait à De Zerbi. C'est qu'il s'entête avec des schémas qui ne permettent pas à ces éléments offensifs de se mettre dans les meilleures conditions hors Greenwood, qui est un phénomène par rapport aux deux autres. Tu vois? Actuellement, en tout cas. Et c'est ça en fait que je lui reproche. Tu vois? C'est un manque d'adaptation. Moi, tu vois, j'ai un espoir avec De Zerbi, parce que moi, ça m'a quand même bien tempéré. Je le mettais quand même assez haut, sans doute par ignorance quand il a signé à l'OM. Je vois des lacunes qui me plaisent pas forcément, mais je pense que ça peut être une réussite à l'OM, parce que ce gars-là, il arrive, enfin, on a tous vu les matchs quand il y avait tout le monde. On a rarement vu une telle qualité de jeu depuis qu'il est arrivé à l'OM, et ça, faut le dire, tu vois. Moi, je me suis régalé contre la première mi-temps contre le Sporting, je me suis régalé contre l'Ajax, je me suis régalé sur d'autres matchs. Mais par contre, il a besoin d'avoir les joueurs qu'il a pris cet été. Et ça, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Parce que si tu n'arrives pas à t'adapter quand ces mecs-là ils sont là, bah, entraîneur, c'est aussi s'adapter. Et ça, c'est vrai qu'il a des petits soucis là-dessus. C'est tout ce que je lui reproche.
Le reste, moi, j'attends avec impatience que les blessés arrivent. Parce que là, pour le coup, on pourra voir peut-être le véritable OM de Roberto De Zerbi. Mais ça me dérange parce que on faisait des procès à Sampaoli justement sur le fond de jeu. non. Attends. Pas Sampaoli, hein. Je suis pas en train de faire la révision. Et encore, moi, il en parle, mais personne ne répond. Regarde. C'est Opti, tu te tais. Parce qu'Opti, c'est un sujet sensible. Bah, tu laisses finir Marwan son propos et on en bref, débattra. j'ai eu des traumatismes avec Sampaoli, mais je trouve que j'ai eu des traumatismes aussi sous Igor Tudor. Sur le dernier tiers de la saison, je trouve particulièrement horrible à Tudor. Sampaoli, pareil, sur certains matchs, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on faisait un procès à Sampaoli qui était il a besoin de cadors européens sur le mercato, sinon il se casse, il fait des caprices. Bah, je suis désolé, si on veut être cohérent et qu'on formule cette critique-là, c'est une critique qu'on peut formuler à De Zerbi, de ne pas être capable de retranscrire, ou du moins de stabiliser son niveau de jeu en fonction des joueurs qu'il a, en sachant s'adapter, et d'avoir systématiquement besoin de son groupe au complet, ou avec un certain nombre de joueurs disponibles, pour performer. Et c'est tout, je m'arrête là et on peut discuter des proportions. Je dis pas que c'est une gaze quand ces joueurs ils sont pas là, mais quand tu fais Angers, quand tu fais l'Atalanta, quand tu fais d'autres matchs où t'es horrible, ben faut aussi critiquer. Et encore une fois, je comprends qu'on met des garde-fous parce qu'à l'OM la critique elle est rarement raisonnable. Mais là on est entre nous, on est entre gens raisonnables, raisonnés. On peut le dire aussi. Et c'est pas grave. Je suis un peu embêté, Marwan, parce que on allait finir ce podcast sur une note optimiste concernant Roberto De Zerbi. Et puis, on t'a laissé 1 minute de temps de parole en plus et t'as switché. Je suis désolé. Tu as évoqué Tudor, tu as évoqué Sampa. Vous avez tous les traumatismes qui sont remontés là, les amis. Et tu as remis Sampaoli et j'ai envie de refaire 2 heures d'émission. Mais ce qu'on va faire, c'est que peut-être on va s'arrêter là. Ça fait 1h45. On fait pause et on reprend ça mercredi soir. On fait pause. On revient dans quelques jours. Donc, dépêchez-vous de terminer. Enfin, si vous en êtes là, sachez que le podcast revient dans quelques jours. Et dites à vos amis qui se dépêchent de manger cet épisode-là, parce qu'il y en a un deuxième qui arrive très très bientôt. On reprend un rythme qu'on avait un petit peu avant et hebdo, voire plus qu'hebdo sur cette semaine-ci. Et puis on reviendra du coup avec bilan du championnat, bilan de la Ligue des Champions comptable notamment, ce qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. Et puis on va avoir un peu de temps pendant cette trêve pour évoquer des petits sujets sympathiques comme Sampaoli par exemple. On peut peut-être imaginer un débat là-dessus ou continuer le débat de Zerbi. Merci messieurs. Merci messieurs. Merci à vous. Merci je pense à vous. que c'est l'un de nos meilleurs épisodes en termes d'écoute. Ouais. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi. On posera la question aux et on va tâcher de faire encore mieux pour le prochain. Exactement. À très bientôt. Ciao les amis. Ciao les amis.